Je vais regarder. Ça y est, on est en live. Bienvenue à tous sur Ethique. Aujourd'hui, on a un invité un peu particulier, qui est un militant que vous connaissez bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, brièvement, Eric, il est militant, syndicaliste Sudrail. Ça fait 28 ans que tu as consacré à la vie de cheminot à SNCF, que tu travailles dans le ferroviaire. Tout à fait, 28 ans d'ancienneté. Et qu'est-ce que tu as fait le 29 mars 2019? Le 20 mars, le 20 mars Le 20 2019. mars 2019. Je me suis agenouillé devant ma hiérarchie, devant d'abord ma chef et ensuite le chef au-dessus de ma chef. Voilà, ma chef, je me suis agenouillé devant elle, je me suis prosterné en demandant si c'était la posture qu'ils attendaient de moi pour qu'ils respectent mes droits. Voilà. Ah oui, parce qu'il t'avait dit que tu n'avais pas la posture pour évoluer. Donc finalement, tu as bien Voilà. fait de En te fait, mettre dans ça la fait 7 ans. posture. Ça fait 7 ans, pendant 7 ans, la SNCF a bloqué mon déroulement de carrière pour principalement la raison principalement évoquée, c'est n'a pas la posture de l'agent de maîtrise. Voilà, en D'accord. fait, ça fait référence à mon engagement militant syndical, puisque évidemment que quand on nous propose des réorganisations ou des conditions de travail qui dégradent la santé et l'intégrité physique et mentale des collègues, et ben bien sûr qu'on n'est pas, on peut pas être d'accord avec ça, quoi. Voilà. Et ma chef, par exemple, a fait référence à un événement qui s'était passé 1 ou 2 ans avant, où elle est passée en gare. C'était même pas ma chef à l'époque. Elle est passée en gare. C'était une situation complètement perturbée. Nous, en gare de Mantes-la-Jolie, mon poste, on gère les situations perturbées. Et j'avais des ordres contradictoires entre la cellule de crise placée à Saint-Lazare, parce que quand il y a des grosses perturbations, il y a des cellules de crise, alors avec Mhm. des cadres ultra compétents, soi-disant prétendument ultra compétents, qui se réunissent pour savoir ce qu'on doit faire. Et justement, j'avais des trucs complètement contradictoires entre le permanent de Rouen qui gère les circulations grandes lignes qui passent par Mantes et la cellule de crise de Saint-Lazare. Et donc, quand elle est passée, je râlais en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin c'est n'importe quoi, quoi, on peut pas. Il y avait 400 personnes sur le quai, il y avait une collègue qui s'est fait pousser dans l'escalier par une voyageuse excédée. Donc voilà, il y avait un accident du travail, elle était en état de choc, elle avait failli dévaler les escaliers, elle s'était fait agresser verbalement et même pousser dans l'escalier. Donc voilà, donc c'était une situation très tendue. Évidemment, je râlais parce qu'on avait donc des ordres Mhm. complètement farfelus et contradictoires avec 400 personnes sur le quai, je répète. Et donc, elle s'en est plaint à l'époque à mon chef en disant que c'était inadmissible, mon attitude. Et mon chef de l'époque avait rien trouvé à redire. Il avait dit, mais non, il a géré la crise, il a géré la situation. Mhm. C'est une situation compliquée. Et moi, j'ai aucun reproche à lui faire là-dessus. Après, bon, il râlait, mais bon, voilà, c'est des situations où on a le droit un peu de râler quand Ouais, même. ouais, c'est un peu tendu. Ouais. Voilà. Et donc, après, quand elle est devenue ma chef, elle s'est servie aussi de cette histoire contre moi. D'ailleurs, elle l'a mis dans le compte-rendu de l'entretien qu'on a eu ce jour-là, le 20 mars, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est passé pendant un entretien professionnel. Donc, je me suis mis à genoux pendant, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, voilà, et je me suis prosterné comme ça devant elle en disant, est-ce que c'est ça la posture que La tu attends de posture. moi? Voilà. Mais l'entretien, il a duré, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, quoi. Ça, c'est juste 30 secondes ou 1 minute sur l'entretien. Et ça s'est pas passé à la fin, ça s'est passé au début. Donc, l'entretien s'est déroulé normalement après. Enfin, c'était pas ultra convivial, on va dire, hein. C'était pas, voilà. Non, Mais c'est c'était vrai. pas, il n'y a pas eu d'insulte ou de quoi que ce soit, quoi. C'était une discussion un peu froide, on va dire, voilà, entre elle et moi. Et à la fin, elle m'a donné le compte rendu. J'ai annoté le compte rendu puisque j'étais évidemment en désaccord total avec ce qui était écrit sur le compte rendu, notamment cette histoire qui s'était passée avant même qu'elle soit responsable de moi et qu'elle relatait dans le compte rendu de l'entretien, qui avait aucun rapport, donc puisque c'est des faits qui se sont déroulés avant même qu'elle soit ma responsable. Donc je voyais pas l'intérêt Oui. de mettre ces faits-là à charge dans mon entretien professionnel, mais tous les prétextes sont bons depuis 7 ans pour m'écarter d'un déroulement de carrière. Et ce qui m'a fait aussi faire ça, c'est le fait que depuis 2016, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2016, la région de Saint-Lazare et notamment les agents commerciaux, puisque nous on est divisé par métier à la SNCF, hein, il y a les conducteurs, il y a les agents qui travaillent sur les voies, il y a les agents qui travaillent dans les postes d'aiguillage, et les agents qui sont en gare, notamment les agents commerciaux. Moi, je suis en gare, je suis pas un agent commercial, je m'occupe de la circulation, enfin je m'occupais, faut que je parle au passé maintenant puisque je suis licencié depuis le 20 juillet. Donc je Mhm. m'occupais de la circulation des trains, mais j'étais rattaché avec les agents commerciaux. Et donc, voilà, en 2016, il faut comprendre que on a vu débarquer un monsieur du Sénat, hein, donc quelqu'un qui était complètement en dehors de l'entreprise, hein,
qui a été pendant 16 ans rapporteur principal du budget au Sénat, chevalier de l'ordre du mérite, spécialiste de la LOLF, de la loi d'orientation et de loi des finances. Faut pas m'expliquer ce que ça, un expert, quoi. ça veut dire parce que j'y comprends rien, mais c'est en expert gros. on sait pas quoi. Ben, pas un énarque, j'allais dire un énarque, non, même pas un énarque, mais un sous-énarque, mais enfin voilà, quelqu'un qui arrivait pour en disant moi je vais, enfin, je l'ai pas entendu le dire, mais en gros son attitude c'était voilà, vous savez pas faire, moi je vais faire, moi je vais casser du cheminot, moi je vais vous museler des organisations syndicales, vous inquiétez pas, avec moi ça va tourner au quart de poil, voilà, je vais tout déglinguer et ça va se passer en douceur, ce qui n'a pas tout à fait été le cas d'ailleurs. Donc ce monsieur a débarqué en 2016 avec une lecture extérieure. C'est important ça parce que le chemin de fer c'est un milieu fermé. Il faut comprendre que c'est que dans le chemin de fer, toute la formation est en interne. Il n'y a pas d'école de chemin de fer en dehors de la SNCF. Alors, il y en aura peut-être bientôt avec la réforme du ferroviaire, mais même pas parce que ce sont des formations qui coûtent extrêmement cher. Le statut, l'existence de la SNCF et le statut de cheminot, il est également lié à cette particularité, à cette spécificité du milieu ferroviaire qui fait que les formations coûtent extrêmement cher. Hein. Par exemple, un conducteur, c'est entre 60 000, 80 000 euros. Enfin, ça dépend. Voilà, c'est 1 an et demi de formation pendant laquelle il est payé, il est évalué, il y a les formateurs, voilà, il doit partir en province, donc il doit être logé par l'entreprise, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc, c'est voilà, dans les 80 000 euros. Et donc ça, c'est la formation la plus chère, mais un aiguilleur, ça doit être juste en dessous, ça doit être 60 000 ou 50 000. Enfin, c'est que voilà, il y a 18 000 conducteurs à 80 000 euros. Ça fait plusieurs milliards, quoi. Ça fait presque 2 milliards, quoi. Donc, le statut de cheminot et l'existence de la SNCF est lié aussi au fait qu'il fallait retenir les compétences, qu'il faut encore retenir les compétences à l'intérieur de l'entreprise. C'est des compétences spécifiques, particulières. Même quand on vient des travaux publics, une voie de chemin de fer, c'est spécifique, c'est particulier. C'est pas, voilà. Donc, il faut aussi former même les gens qui viennent de l'extérieur et qui voudraient, par exemple, voilà, qui viendraient des mines ou des travaux publics, etc. Il y a quand même cette particularité du chemin de fer qui fait qu'il leur faut une formation et voilà, et aussi un contrôle, enfin, une formation continue, un maintien des connaissances, etc. qui fait que la SNCF, ça coûte cher au niveau de ses salariés à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est de moins en moins fait. Hein. On voit avec moi, ça fait donc en 28 ans, j'ai vu fondre comme neige au soleil le nombre de formations et le budget alloué aux formations et aux formations continues, etc. D'ailleurs, avant, on avait nos responsables passaient régulièrement, refaisaient des rappels, commentaient l'évolution des textes, parce que rappelons une chose quand même, qui est quand même aussi importante, c'est que la réglementation du transport ferroviaire, elle est éditée au journal officiel. C'est le ministère des Transports. C'est une loi. Enfin, c'est un texte légal, quoi. Et donc, s'il arrive un accident dans le chemin de fer, la première chose qu'on fait, c'est de contrôler l'état et la procédure effectuée par les agents concernés. Donc, on peut aller en tôle. Ce qui est pas normal hein, dans soi. Enfin, ça c'est cohérent, quoi. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des responsabilités quand même. C'est pas rien. Il faut qu'on soit informé, qu'on soit formé et contrôlé sur cette connaissance de l'évolution des textes qui régissent le transport des voyageurs. C'est normal, ce sont des voyageurs. Voilà. D'ailleurs, toi, tu as toujours eu moi, j'ai souvent entendu tes interventions sur Révolution Permanente, d'ailleurs, que je salue pour leur travail, qui sont souvent à tes côtés. Et je t'ai souvent vu t'exprimer en soutien aux usagers. Tu as toujours eu aussi ce respect en disant on a besoin des usagers pour évoluer, on comprend que les usagers soient excédés. Enfin, tu as toujours appelé à cette convergence travailleur-usager, parce que c'est un service public qui ne peut pas exclure l'usager dans tout ça. Et toi, tu es considéré comme un lanceur d'alerte. C'est un peu comme ça que t'es catégorisé, si on peut dire. Et tu penses que ça a pesé fort dans la balance, le syndicalisme, le lanceur d'alerte. En plus, tu as enfilé un gilet jaune. Enfin, toi, tu cumules. Ça, par rapport à la décision finale, tu penses il manquerait plus que je sois une femme noire, et puis là, j'aurais toutes les catégories d'ostracisation et de ségrégation et de discrimination possibles. Mais non, oui, ben, si tu veux, aussi, avec Révolution Permanente, ça nous a permis de lancer l'alerte justement sur la transformation de l'entreprise. Parce que cette transformation d'entreprise, elle se fait pas dans la douceur. C'est faux de dire ça.
Hein. Il y a depuis 2016 donc cette réorganisation, cette région test de Saint-Lazare qui a testé donc les nouvelles organisations du travail pour gagner. Alors oui, je l'ai pas dit, mais j'ai des collègues à moi qui au bout de 10, 15 ans, 20 ans d'ancienneté ont perdu 30-40% de leurs revenus. Hein, voilà. Alors quand on gagne 2500 euros, ben quand on perd 40%, ça fait mal. C'est voilà et voilà et c'est des choses qui au bout de 15 ans on construit sa vie avec ses revenus, même si c'est des primes. On nous dit oui les primes machin, sauf que on n'imagine pas que comme ça les primes vont disparaître et que voilà et qu'il va falloir faire une croix sur 500, 600 euros par mois, 800 euros par mois. Voilà, c'est pas possible. On peut pas se dire ça, surtout au bout de 15 ans d'ancienneté. C'est dans quelle entreprise on perd 40% de ses revenus au bout de 20 ans d'ancienneté, je sais pas. Bref, donc déjà, il y a eu toute cette souffrance-là des collègues. C'est ça qui m'a poussé aussi à me mettre à genoux et à me prosterner. Au passage, je l'ai pas dit, mais quand même, faut le dire parce que quand même c'est important. C'est l'inspection du travail a refusé mon licenciement. La direction départementale du travail a refusé mon licenciement. Le ministère du Travail, le cabinet des statuts protecteurs, ça s'appelle comme ça, du ministère du Travail, a autorisé mon licenciement, donc le ministère de Pénicaud. Hein. Pénicaud, hein. Oui, et sur quel motif? Ben, il se base sur le fait que ma chef a déclaré quand même un accident du travail parce que je me suis agenouillé devant elle quand même. C'est quand même assez. En conseil de discipline, tu me dis si je me trompe, ils ont dit que ça avait une connotation sexuelle. Oui, parce que je m'étais agenouillé devant elle. Ouais, ça a été une connotation sexuelle. Bah, donc, il me prête des propos aussi. Il me prête des propos que. Si ça, c'est pas de la voilà. récupération, alors que c'est un sujet tellement grave, le harcèlement sexuel en entreprise, enfin, de te coller ça, faut oser quand même. Hein. Et donc, elle a déclaré un accident du travail qui a été reconnu. J'y reviendrai plus tard parce que c'est des pratiques courantes dans l'entreprise. C'est des pratiques courantes dans l'entreprise que les cadres déclarent des accidents du travail pour enfoncer des agents. Et donc, enfin, courante, j'abuse peut-être un peu, mais c'est pratique régulière, quoi. Et donc, et ensuite, elle est le médecin du travail qui est un médecin du travail avec lequel je suis en conflit depuis au moins une dizaine d'années, puisqu'elle est reconnue, c'est le médecin de région. Alors bref, elle est reconnue comme étant particulièrement patronale et particulièrement attentive aux demandes, aux volontés de la direction par rapport à celles des agents, par rapport à la santé des agents. Tous les agents de la région de Saint-Lazare la connaissent. Hein. Voilà, quand je dis région de Saint-Lazare, ça va jusqu'à Mantes-la-Jolie, Cergy, Versailles. C'est ça la région de Saint-Lazare. Hein. C'est 4000 agents. Hein. C'est pas que la gare Saint-Lazare. C'est la N12, la 13. Voilà, c'est 4000 agents. Et donc, voilà, elle est reconnue comme étant particulièrement sensible aux volontés de la direction. Et donc, elle a mis une restriction d'aptitude à ma chef, c'est-à-dire qu'elle a estimé que pour sa santé, il fallait pas qu'elle soit en contact avec moi pendant 3 mois. Donc, le ministère du Travail se base notamment, c'est un des arguments principaux, sur ces 2 éléments-là pour dire attention, il y a un accident du travail, attention, le médecin du travail a constaté quand même que fallait pas de contact avec vous pendant 3 mois, donc il y a une atteinte grave à la santé de cette personne et donc ça motive notre autorisation de licenciement. Voilà. Quand même, c'est quand même assez incroyable. Et j'y reviendrai plus tard après là-dessus. Mais oui, donc ça a permis en 2019 de dénoncer la situation des agents, donc des collègues. Donc les collègues qui perdaient perdre 600 ou 800 euros par mois, c'est pas rien. Ça impacte, c'est la reconnaissance au travail, c'est même le sens, la pertinence donc du travail qu'on fait, quoi. Le sens du travail, c'est parce que en plus c'est une réorganisation qui a pénalisé le service public, qui a pénalisé le service rendu aux usagers. Donc ça donnait pas de sens au travail, au contraire, ça dévalorisait le travail, ça dévalorisait les collègues. Donc c'était pas une réorganisation qui valorisait les gens. Donc c'est évidemment que ça les impactait fortement au niveau de leur mental, quoi. Et donc voilà. Et également, ce qui est important de dire aussi, et j'y reviendrai après sur la répression antisyndicale, mais il y a la répression pour raison de santé, la discrimination pour raison de santé. Depuis 2016, la SNCF, à ma connaissance à moi, s'est débarrassée d'au moins 10 travailleurs handicapés. 10 travailleurs handicapés, 2-3 par an. Voilà, depuis 2017, on va dire. En 2016, peut-être un peu. Mais même en 2016, ça a commencé, c'était pas bon, quoi. J'ai négocié le départ, j'ai réussi à négocier le départ d'un collègue à moi qui est hémiplégique. Et donc, voilà, c'est l'entreprise, aujourd'hui, et ça, c'est grave, c'est extrêmement grave. Je vais vous dire pourquoi, à mon avis, hein, parce que ça donne un message au privé.
C'est-à-dire, la SNCF, c'est l'État. Soyons, voilà, la SNCF est régie Oui, par bien le sûr. ministère des Transports. Voilà, c'est l'État. Donc l'État, le gouvernement, estime qu'on peut se débarrasser, plutôt que de respecter les critères de 6% de travailleurs handicapés dans une entreprise, qui sont même pas, c'est même pas, on dit, c'est même pas une obligation, quoi. Mais voilà, en Ah bah non, 6%, mais ils c'est rien. reçoivent même une compensation financière pour le faire. Ça leur évite de verser des pénalités, Ouais, normalement. Et il y a même à la SNCF un accord national signé par les organisations syndicales qui dit, j'ouvre les guillemets, favorisant l'emploi des travailleurs handicapés. ouais, bah Et cet c'est... accord, il ouvre aussi des dégrèvements voilà, ça Oui, donne de droit, parce que quand les entreprises signent un accord d'entreprise comme ça, normalement, voilà, c'est c'est favorable, ça. etc. Ouais. Donc, avec tout ça, donc ce collègue, par exemple, vous l'avez vu, ce collègue, j'ai réussi à négocier son départ, mais il y en a qui ont été pris dans des procédures disciplinaires, parce que quand on est sans poste à la SNCF, quand on peut être sans poste pendant des années, et c'est extrêmement dur à vivre, parce qu'on se retrouve en mission à droite, à gauche, etc. Il y a un autre collègue qui avait un problème au genou suite à un accident du travail. En plus, il a le genou complètement flingué. Il l'a envoyé sur plein de missions. Et moi, je dirais, exprès pour l'énerver, il l'a envoyé à Nanterre, il l'a envoyé à Saint-Denis dans la même journée. Il y avait des pannes d'ascenseur. La panne Ouais. d'ascenseur, c'est même pas voulu. Mais avec la panne d'ascenseur, en plus, il fallait qu'il monte 4 étages à pied, etc. Il a craqué, il s'est énervé. Ils l'ont fait Hop, cavaler, ouais. ils l'ont viré. Et donc ça, c'est ce qui est grave, c'est que c'est si une entreprise publique comme ça, comme la SNCF, qui a pendant longtemps quand même fait un peu de social, il faut bien le dire, je peux pas le nier. Moi, quand je suis rentré à la SNCF, il y avait des gens qui étaient, on va dire socialement. Heureusement qu'ils avaient la SNCF pour avoir un Mais boulot. c'est leur rôle, c'est Voilà. leur rôle aux institutions Oui, d'État non, non, mais c'est pas, voilà. Mais voilà, donc sur cette demande de gain de productivité et aussi de cette campagne, c'est une campagne de médisance, c'est une campagne pour salir les cheminots, hein, et pour salir la SNCF en disant que voilà, comme tout l'ensemble du service public, hein, les hôpitaux, la RATP, l'éducation nationale, il y a toute cette campagne derrière, ce discours politique de dire quasiment qu'on est des feignants, qu'on vole la richesse nationale, quand même quasiment, qu'on vole la richesse des Français. On vole le pognon des Français, alors que qui vole le pognon des Français, c'est quand même le gouvernement qui fait du dépeçage de la richesse collective pour la filer au privé. Mais ça, on va y revenir après. Mais C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils envoient des messages au privé dans le sens ne soyez pas exemplaires, regardez comme nous on se comporte, on l'est pas, ça passe tout voilà, seul, voilà. allez-y, c'est L'obligation, possible, c'est c'est une obligation tolérable. légale d'aménager les postes des travailleurs qui ont des problèmes de santé, et notamment donc les travailleurs handicapés encore plus, hein. Donc c'est une obligation légale. Là, j'ai encore une collègue qui m'a appelé aujourd'hui, qui va être donc qui va perdre son emploi, hein. Une travailleuse handicapée, maladie génétique, maladie orpheline, hein, comme on dit, donc il n'y aura jamais de traitement parce qu'il n'y a pas assez de gens qui en sont atteints, qui a une espérance de vie quand même qui est quand même difficile et qui a donc qui disait moi je peux pas travailler à temps complet parce que si je travaille à temps complet, je vais être obligé d'être en arrêt des fois pour me reposer parce que oui, mais si vous êtes en arrêt, vous trouverez pas de poste. Oui, mais dans ces cas-là, je veux être à temps partiel alors. Moi, je demande à être à temps partiel. Oui, mais si vous êtes à temps partiel, vous trouverez pas de poste. Tu vois, Oui, ils sont voilà, très, voilà très, comment très ça se aidants, passe. quoi. Très, Voilà. très Et aidants. donc, voilà. Et encore aujourd'hui, une autre travailleuse handicapée, une autre collègue travailleuse handicapée m'a appelé parce que même si je suis plus dans l'entreprise, C'est ce que je suis un petit peu, j'allais dire, il je suis un t'appelle. petit peu. Oui, mais c'est des niches un peu juridiques et c'est un peu, voilà, c'est un petit peu pointu. Voilà, bon, donc il y a des gens, ils m'appellent parce qu'ils ont confiance, quoi. Donc une autre travailleuse handicapée m'a appelé aujourd'hui parce que pareil, elle va être virée de l'entreprise, voilà, et donc elle est déclarée en invalidité. Enfin voilà, bref. Donc là, ça en fait trois pendant l'été. Ça en fait trois pendant l'été. Mais Trois toi aussi, collègues. parce que toi aussi, tu fais figure de. C'est une sanction pour l'exemple. Tu vas pas me dire que t'as pas Oui, oui, été quand oui. même Non, mais sacrifié. C'est regarder un représentant syndical, un militant, un gilet jaune, on a réussi à le mettre dehors. Parce tout que à fait. pendant longtemps, nous, on a cru, enfin, moi, personnellement, ça n'engage que moi, j'ai vraiment cru que tu serais pas licencié, hein. Je dirais, avec le ramdam que ça a fait, tu as eu beaucoup de soutien. Vraiment, il y a eu des relais. Oui, Vraiment, ça a fait du bruit, quoi, quand même. oui, Vraiment, j'y croyais pas. Vraiment, jusqu'au. Parce que tu as travaillé pendant le confinement, tu as travaillé de nuit même pendant le confinement. oui, Et je crois que tu as reçu un email oui. J'ai reçu en un email rentrant à d'un. 21h.
21h quelque Ouais, chose. Je commençais ma nuit à 21h, je crois voilà, 21h17 ou 21h et quelques. Donc le fameux email du ministère du Travail autorisant, disant ils envisageaient d'autoriser mon licenciement et qu'il c'est fallait ça. donc que je fournisse mes remarques, mais voilà, avant qu'ils prennent leur décision. Donc j'ai envoyé mes remarques. J'ai même envoyé euh, le, 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 enfin bref, ça avait j'ai changé d'encadrement entre temps et le nouvel encadrement a estimé ils se sont sentis en capacité de témoigner qu'il n'y avait pas de problème avec moi et que même ils avaient trouvé une équipe en souffrance parce que il n'y a pas que moi, quoi. C'est le problème. Et alors là, on l'a j'ai fait une vidéo aussi qui est sur YouTube qui s'appelle Scott SCOT comme souffrance causée par l'organisation du travail. Scott alerte à la SNCF où j'explique aussi avec les fichiers illégaux. Parce qu'on a vu beaucoup à la RATP ces derniers temps sortis par mon camarade et ami Ahmed Beral, mais il y Mhm. a aussi, il y a, à la SNCF, on en a déniché 4 depuis 2015, il y en a eu 4 différents. Il y en a eu un qui répertoriait les médecins, et l'ordre des Mhm. médecins a tiqué quand même, parce que ça Ouais, parlait de médecins qui faisaient des arrêts de complaisance quand même. Donc c'est pas rien. Et donc il y avait un top 10 des agents avec leurs arrêts maladie, etc. Et il y avait les noms des médecins. Ça c'était le premier. Ensuite il y a eu un autre qui est sorti sur CRJ. Ensuite il y en a eu un autre sur la gare Saint-Lazare, sur les agents départ. Les agents donc qui donnent le départ de train à la gare Saint-Lazare. Et là on voyait que ce qui intéressait les responsables, c'était est-ce qu'ils étaient proches des organisations syndicales, est-ce qu'ils étaient proches de leurs délégués, est-ce qu'ils étaient influençables et est-ce que ils disaient s'ils allaient faire grève ou pas. Voilà, parce que à la SNCF, c'est un peu le jeu le principal, c'est ouais, est-ce que tu vas faire grève. Les petits chefs sont envoyés par les cadres pour essayer de lister un peu ceux qui vont faire grève ou pas. Et ils donc, font des listes, hein, c'est leur grand truc en ce moment. Ça fiche, ça et, liste, ça et le, récupère des données, voilà. ça y Et va. le dernier fichier, c'est le plus intéressant, à mon avis, c'est le plus révélateur, parce qu'il est sur les agents de maîtrise et cadres Mhm. opérationnels, c'est-à-dire ceux qui bossent vraiment, hein, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont en Mhm. 3-8, hein, pas les organisationnels, hein, opérationnels. Donc les cadres et agents de maîtrise de la gare Saint-Lazare en opérationnel, le poste principal, on va dire, qui gère la gare Saint-Lazare, notamment en cas de perturbation. Et là, c'est vraiment révélateur parce qu'ils écrivent bon agent, maîtrise très bien la sécurité, maîtrise très bien la production, mais attention, oh là là, proche de la CGT. Bon, alors lui, C'est non. ça. Il est en rouge. Mais Lui, il est en rouge. c'est Voilà. pas nouveau ça. Et il y en a un autre en vert qui est dans, lui, alors lui, il est pas bon. Lui, il est mauvais en production, il est mauvais en sécurité, mais alors, il est influençable. Alors, lui, il est en vert. Lui, il y a un oui dans la case déroulement de carrière. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer qui est devenu un copain, Erwan de Politis, qui sort une bande dessinée là qui s'appelle Un train d'enfer, qui sort le 12 septembre et qui me fait apparaître dans la bande dessinée avec de fameux fichiers, quoi. Voilà, un petit clin d'œil à Erwan. Son nom de Salut famille, je ne reviens Politis. pas. Mais voilà, comme ça, c'est. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on fait en sorte que monte en grade et que soit en responsabilité des gens dont la seule préoccupation qu'on a les concernant, c'est est-ce qu'ils sont malléables ou pas, est-ce qu'ils sont politiquement compatibles avec la transformation qu'on souhaite de l'entreprise, eh bien, évidemment que déjà, on ne va pas privilégier la compétence, hein, parce que quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de casse-pied, il va demander des moyens pour travailler, voilà, donc la compétence ne rentre pas en ligne de compte, c'est vraiment la malléabilité, la soumission, hein, la servilité. C'est la servilité C'est ça. à la politique d'entreprise qui est importante. Et bien là, on va aussi mécaniquement faire en sorte de susciter le pire. C'est-à-dire que Et ça, le ça harcèlement sexuel, le c'est des harcèlement pratiques du sexuel, privé. le harcèlement Ouais. sexuel, la discrimination ethnique, la discrimination pour raison de santé, parce que ces gens qui sont serviles, ils sont serviles pour grimper, ils sont pas serviles pour faire un bon boulot. Et donc après, quand ils vont se retrouver aussi, pas tous, attention, je fais pas un global, hein, Oui, non. voilà, il y a des très bons, il y a des très bons encadrants, etc. Mais si la politique d'entreprise qu'on mène, c'est ne faire évoluer que les gens qui sont serviles, évidemment, qu'on va privilégier des gens qui sont pas des gens qui sont intéressés par la qualité de service ou par le service public. Et donc ces gens-là, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec les travailleurs handicapés. Ils n'ont pas envie de s'emmerder avec les Non. parents isolés. Donc les femmes, elles morflent aussi là-dedans. Ils n'ont pas envie de s'emmerder avec les parents isolés. Ils n'ont pas envie de s'emmerder avec quoi que ce soit d'ailleurs. Et on voit déjà la SNCF
si je peux me permettre un petit aparté aussi, moi je me suis occupé pendant plus de 10 ans du nettoyage et du gardiennage. La SNCF déjà se défausse sur la sous-traitance de tout ce qu'il peut y avoir. Il y a de plus en plus de services qui passent à la sous-traitance. Je crois que c'est en 2019, hein, c'est en début 2019 que la gestion des voyageurs à mobilité réduite, hein, donc les voyageurs handicapés, est passée au privé à Saint-Lazare. Ça a été sous-traité. C'est une des dernières gares où c'était pas sous-traité d'ailleurs. Et là, ça a été sous-traité. Et donc, la qualité de service, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est le dogme. C'est même pas que ce soit moins cher. En réalité, c'est pas forcément moins cher que des agents. C'est pas vrai de dire que la sous-traitance c'est moins cher. Il y a bien des points où c'est plus cher, mais on s'en fout. C'est un principe, c'est un dogme. Il faut sous-traiter parce qu'on casse les collectifs de travail, parce que on passe des marchés captifs au privé, voilà, etc., C'est ça, c'est des méthodes du privé. C'est des méthodes du privé parce que moi, je me souviens du scandale de la compagnie aérienne quand ils ont déballé il y a 4-5 ans, qui fichaient absolument tout le monde et qui fichaient même ceux qui avaient le sida. Enfin, ils avaient été fouillés dans le dossier médicaux de leurs employés. Enfin, ça avait fait un scandale. Et ça, c'est des méthodes du privé, quoi, de cocher les cases des gens qui vont être malléables ou pas. Alors que le public, oui, tu le rappelais tout à l'heure, ils ont aussi une vocation d'intégration, une vocation sociale, ils ont une vocation à être populaire parce que ça représente le peuple. Donc, c'est discriminant à souhait, quoi. J'ai été très proche des associations d'usagers, notamment il y a une association d'usagers sur Mantes-la-Jolie, Montreux-Nibonnières. On a bossé avec eux pendant des années, depuis 15 ans ou 20 ans, je les connais. Il y a Jean-Claude Delarue, hein, qui est aussi président d'une association d'usagers, qui m'a soutenu sur Twitter et qui apparaît dans la vidéo qui avait été faite, parce qu'il sait que je défends le service public, etc. Et ensemble, on avait même lutté pour les salariés du nettoyage, parce que il avait été même venu en 2005 de mémoire à Gare d'Haussmann pour soutenir les travailleurs du nettoyage en grève. Voilà. Moi, je pense aussi, si tu veux, que de défendre les plus fragiles d'entre nous, ceux qui sont le plus facilement exploités, ceux qui sont le plus facilement floués de leurs droits, c'est défendre tout le monde. Voilà. Si on relève le SMIC, ben évidemment qu'on relève l'ensemble de la grille salariale pour l'ensemble des Français, des travailleurs français, quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'est. Est-ce que toi, tu as quasiment travaillé sous. Bon, t'es passé de 7 ans à 5 ans, mais on va dire globalement 4 mandats. Ça dégringole vraiment l'accélération depuis quand? Tu dirais quoi? Comment ça? L'accélération de quoi? De la dégradation là, de la SNCF, la manière de la gestion. Est-ce que tu as toujours connu des problématiques ou est-ce que ça empire et depuis quand? Quel mandat? Tu dirais plutôt Sarko, plutôt Hollande, plutôt Chirac, ça a été continu tout le temps. Après, évidemment, il y a des depuis 30 ans, je pense que voilà, il y a aussi le fait que le Juppé en 95, hein, le monde politique a pas oublié que les cheminots ont fait sauter le gouvernement Juppé en 95. Hein. Ça je pense que là-dessus, ils ont beaucoup plus de mémoire que les travailleurs, hein, cette classe dirigeante, hein, cette bourgeoisie où on les appelle comme on veut, les énarques, les oligarques, les comme on veut. Voilà, je pense que déjà ils ont beaucoup plus de mémoire que nous, donc ils n'ont pas oublié ça. Et la solidarité cheminote et les grèves cheminotes, c'est quand même voilà, c'est quand même quelque chose qui marque un pays. Donc voilà, ils avaient à cœur de détruire la SNCF pour ça. Moi, je pense que alors il y a la loi Sarkozy évidemment, hein, sur le service. Sur la continuité dite de continuité du service public qui oblige à alors en plus c'est n'importe quoi parce qu'on voit que ça n'a pas fait baisser le nombre de jours de grève ou quoi que ce soit. Bon, ça casse un peu les pieds parce que si on oublie de se déclarer, on est illégal quand on fait grève, enfin voilà, etc. Sauf que ça instaure 15 jours. C'est-à-dire que quand on a envie de faire grève, il faut 15 jours. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que si on dit allez, il y a tel truc, c'est pas possible, il faut qu'on se mette en grève, ben le temps, voilà, il faut qu'on dépose une demande de concertation immédiate, on va être reçu dans les 3 jours, après on va déposer un préavis de grève, bref, le délai avant le premier départ en grève, c'est 15 jours. Comment c'est possible qu'il y ait toujours le même nombre de jours de grève? Ça veut dire que pendant les 15 jours, la direction n'a pas envie de discuter. En réalité, c'est ça. En réalité, cette loi, elle est là pour que ces 15 jours, ils servent à trouver des solutions. Mais ils leur laissent un petit temps, ouais. Mais sauf que s'il y a toujours autant de grèves, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de solution. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de trouver de solution.
C'est ça la réalité des faits. C'est que de toute façon, ils transformeront l'entreprise au forceps quoi qu'il arrive. Et donc, évidemment, le dernier pas qui est énorme, la dernière marche qui est une marche énorme, c'est Macron, bien sûr, avec la réforme du ferroviaire. Il faut comprendre que la réforme du ferroviaire, si je peux me permettre en 2 secondes, c'est une opération immobilière déjà. C'est en plus de casser la SNCF, de casser la résistance cheminote, de casser le syndicalisme, parce que le syndicalisme cheminot, c'est quand même quelque chose, quoi. Il y a beaucoup de permanents CGT qui viennent notamment dans l'appareil CGT, la Confédération CGT. Bernard Thibault était cheminot. Enfin, voilà. Donc quand même, c'est casser les syndicats SNCF, c'est quand même énorme comme volonté et comme réalisation d'un gouvernement. Donc voilà. Donc il y a tout ça. Il y a évidemment faire cadeau des lignes rentables aux copains du privé, hein, bien sûr. Bah ça commence. Hein. Je sais pas si tu as vu dans l'Est, ça commence, ça y est, là, les cheminots vont être transférés, enfin voilà, etc. Ça améliore pas le service. La désertification des petites villes, c'est eux qui ont le plus besoin des gares. Exactement. Tout va être à vendre. Tu sais que c'est pour ça qu'il faut quand même rappeler que la SNCF a été créée pour ça. La SNCF, c'est un outil d'aménagement du territoire. C'est un outil d'aménagement du territoire. Ce qui veut dire que si on veut pas qu'il y ait des déserts ruraux, il faut une entreprise publique nationale qui va maintenir des emplois et qui va amener de l'activité, parce qu'il y a une affiche qui date des années 70 qui est énorme de la SNCF qui dit « Le train arrive, nous travaillons ». Voilà, il s'est prouvé par les chiffres qu'une voie de chemin de fer, enfin une desserte SNCF, ça amène du boulot, ça amène de l'activité, donc ça amène du travail pour les gens, quoi. Donc voilà, bref. Donc le premier truc, c'est de filer les lignes rentables aux copains du privé et de fermer les lignes non rentables. Mais le truc caché derrière, c'est l'opération immobilière, et ça c'est moins dit. C'est-à-dire que la SNCF avait 50 milliards de dettes. Sauf que déjà, à l'époque, en 2000, c'est en 2018, Macron, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, c'est peut-être pas Macron, mais un de ses ministres, Djebari, notre ami Djebari, Broching, il explique en 2018 que l'État va vendre la Française des Jeux et les aéroports de Paris pour payer la dette du ferroviaire. Oui, c'est les soldes. Alors qu'ils n'ont jamais, donc après, ils ont affecté l'argent ailleurs. Donc voilà, alors déjà, comment ça se fait que la SNCF ne bénéficie pas d'un prêt à taux zéro? Alors qu'aujourd'hui, on nous explique que les taux sont négatifs, c'est-à-dire que carrément, on paye pour emprunter de l'argent. Donc pourquoi l'État n'a pas demandé à la SNCF de racheter sa dette et de payer moins cher? Parce que la SNCF paye en gros, 3 milliards par an d'intérêts et de frais d'assurance, de frais bancaires, de tout compris, c'est à peu près 3 milliards par an. C'est un copain statisticien qui m'a expliqué ça, voilà. Donc comment ça se fait déjà qu'on n'a pas amoindri ces frais annuels avec en renégociant les taux et les prêts? Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, tout le patrimoine immobilier de la SNCF est passé à Gares et Connexions. Gares et Connexions est maintenant indépendant du reste de la SNCF, totalement indépendant, indépendance financière, indépendance organisationnelle, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils font? 40 000 mètres carrés en Gare du Nord. 40 000 mètres carrés de surface commerciale en Gare du Nord sont construits actuellement. Où est-ce qu'on peut loger 40 000 mètres carrés dans Paris intramuros avec 600 000 voyageurs jour? C'est prévu de passer à 1 million de voyageurs jour d'ici quelques années, d'ici 2024 ou 2025, je sais plus la date. Donc avec il n'y a toujours pas de rampe pour handicapés dans Paris, dans RATP rentre avec tes pieds. Mais ils font des boutiques, quoi, des boutiques. Je me souviens, je siégeais au comité d'entreprise, l'année du handicap, c'était 2004, sous Chirac. Je me souviens, non, mais c'est une catastrophe. Moi, à Paris, j'ai honte, quoi, de prendre les transports. C'est honteux. Donc 40 000 mètres carrés de surface commerciale dans la Gare du Nord, qui sont nouvellement créés là, et par une société d'économie mixte, ce qui veut dire donc public-privé, ce qui veut dire que le bénéfice va aller au privé au lieu d'être affecté au train, au remboursement de la dette, ou alors à l'achat de train, ou alors pour payer du personnel. Voilà, parce que la gare Saint-Lazare, qui est maintenant un immense centre commercial, ça a tellement bien marché qu'au bout d'un an, ils ont renégocié les loyers. Au bout d'un an, tellement il y avait du pognon qui coulait de partout. Comme les 4 temps à la Défense, enfin, de toute façon, ils associent les centres commerciaux aux gares et on connaît le truc, mais ça, en fait, tu réponds à la question, enfin, pas la question. Ça boucle ton raisonnement dans le sens où les solutions, il y en a. Ah, bien sûr. De l'argent, il y en a. Et qu'en face, il y a une volonté de ne pas vouloir résoudre les problèmes.
Bien sûr. Bah, tu sais que c'est prévu dans les hôpitaux. Hein. Les surfaces commerciales, c'est prévu dans les hôpitaux aussi. Maintenant, les hôpitaux publics prévoient dans leur sous-sol ou au premier étage ou au rez-de-chaussée qu'il va y avoir plein de surfaces commerciales, etc. Mais tout ça, cet Il faut argent, déjà payer les parkings. à De nouveau, cet l'hôpital argent, maintenant. Est-ce qu'il va aller à l'hôpital public? Ouais, Non. bien sûr que Cet non. argent, il va aux copains du privé. Il va pas servir à acheter des nouveaux scanners ou payer du personnel dont il y a besoin quand même, etc. Et rappelons quand même les circonstances vite fait. Enfin, il y a des suicides chez les hospitaliers. Il y a des suicides dans l'éducation nationale. Il y a des suicides bien sûr à la SNCF. Mon ami Édouard Postal s'est suicidé le 10 mars 2017 en gare Saint-Lazare. Voilà, il faut le rappeler, et c'est pas le seul. Hein. Il y a aussi Et sur dossier, tu me disais tout à l'heure, juste avant le live, que tu avais reçu un coup de fil quand je te parlais de lui. L'enquête est en cours et l'enquête est en cours et j'espère un jour. J'avais plus d'espoir, mais là, ça y est, l'enquête semble être toujours en cours, être toujours active. Donc, peut-être même commencer maintenant, d'après ce que j'ai compris, au bout de 3 ans, puisque voilà. Alors, ça, c'est pareil, la justice. Hein. Ah, il y a plus de pognon pour aller coffrer un voleur de mobilette ou un voleur de pommes hein, qu'un homme politique ou Bernard Arnault hein, ou vérifier les impôts ou mettre en taule ceux qui volent des millions ou des milliards d'euros d'impôts quoi. Voilà, moi j'aime bien cette phrase, c'est avec un flingue on vole 1 million, avec un stylo on vole 1 milliard. Hein. Voilà, c'est ça la réalité. Il faudrait peut-être convertir en mobilette combien a piqué, combien Bernard Arnault, par exemple, a coûté aux salariés de ce pays. Non, mais il a fait un gros chèque pour Notre-Dame. Il a fait un gros chèque pour Notre-Dame, donc bon, c'est pas. Ça, c'est la bourgeoisie. Ça, c'est la bourgeoisie quand c'est pas obligé. Ils veulent bien donner en sortant de la messe, avant d'aller voir les prostituées, ils veulent bien donner aux clochards à la sortie de l'église. Mais par contre, si on veut leur donner des cotisations obligatoires, ça non, ils aiment pas les cotisations obligatoires. Ils veulent donner aux bons pauvres, pas aux mauvais pauvres. Pas les mauvais qui contestent et qui râlent un peu trop, ils veulent pas donner. Par contre, les bons pauvres qui tendent la main en disant bon maître, ça voilà. La CFDT, on va leur donner. Ceux qui se prosternent, qui ont la bonne posture. Non, bah non, la preuve que non, ceux qui se prosternent. Non. Je voulais te demander de l'intérieur, comment vont les cheminots, comment vont les agents, comment on parlait globalement là, parce que chaque fois que j'interviewe quelqu'un d'un corps ou d'une institution, je pose cette question parce que en tant que militant, on s'est tous retrouvés dans la rue ensemble. Tous les corps de métier, toutes les institutions, alors là, le privé, le public, tout le monde était d'accord, ça n'allait pas du tout. Et de l'intérieur, comment vont les cheminots de France, comment va le ferroviaire en France, comment vont les gens? Je dirais que ça va pas bien du tout. Hein. Ouais. La preuve, en 2018, on bat le record de grève en termes de nombre de jours de grève, je crois 36 jours, ou etc., avec la grève contre la réforme du ferroviaire en 2018. Et en décembre 2019, on remet le couvert et on rebat le record de jours de grève. Moi, j'ai fait, je sais plus, 59 jours de grève de mémoire, un truc comme ça. Enfin, c'est une preuve que ça va pas bien. Ça, c'est une preuve vraiment, voilà. Ensuite, ça va pas bien au nombre de démissions qu'on voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la richesse de la SNCF, qui est son personnel, c'est du personnel formé, du personnel compétent, mais les gens, ils se barrent. Les gens, ils se barrent. Moi, j'ai même un copain, il était agent de départ en gare Saint-Lazare, donc c'était quelqu'un qui était formé, qui était compétent. Il a fait une formation pour quitter parce que s'il n'en pouvait plus de ce poste, il y avait trop de pression, le management, etc., la réorganisation, etc. En gare Saint-Lazare, ils ont réorganisé 2 fois en sens inverse en 1 an. C'est-à-dire que les agents de départ, on leur a dit, il faut être polyvalent. Maintenant, vous allez travailler sur l'ensemble des lignes l'ensemble des quais, parce qu'il y a la grande ligne, mais il y a la banlieue, on va gagner. Et puis, au bout de 6 mois, on leur a dit, on va réorganiser, vous allez maintenant, séparer, vous allez vous remettre chacun. Attendez, on vient de faire le contraire il y a moins d'1 an, quoi. Oui, mais non. Voilà, bon, bref. Mais faire ou défaire, c'est toujours travailler. Il y a toujours un cadre qui touche une prime sur la réorganisation. Ça, c'est sûr. Hein. Par contre, ça va. Mais donc, ce copain, il était agent départ en gare Saint-Lazare. Et il a passé il a fait une formation pour être agent de maîtrise, donc acquérir des compétences vraiment spécifiques, ultra spécifiques d'utilisation des conducteurs, d'utilisation des rames, ça s'appelle gestionnaire de moyens. Il gère les conducteurs, il gère les trains, voilà. C'est ultra spécifique. Ah bah non, mais de toute façon, le rail, il se barre.
il se barre. Il se barre Ouais, alors qu'il n'a pas fait cette alors que formation. c'est quelqu'un qui a de l'or dans les mains, quoi. Voilà, et qui a changé de métier pour aller mieux et qui se retrouve encore à nouveau et qui dit mais j'en peux plus. Eric, j'en peux plus, je peux pas, c'est pareil, c'est invivable, c'est pas du travail qu'on fait, c'est n'importe quoi, c'est voilà, et donc il se barre. Donc moi je pense que ça va être de pire en pire au niveau de la SNCF, au niveau de cette souffrance au travail qu'il y a, de ce ras-le-bol qu'il y a, de cette fuite des gens compétents parce qu'on travaille pas avec les moyens que donne l'entreprise, on peut pas travailler correctement. Donc, les gens compétents, ils ont envie de travailler correctement. Ils ont envie d'offrir un service de qualité aux voyageurs. Donc déjà, ça c'est un peu mal barré. Et, euh, et voilà. Et donc, je pense que tout ça, ça prouve que ça va vraiment très mal, quoi. Et ça va aller de pire en pire. Je pense que vraiment, là, dans l'Est, ce qui se passe dans l'Est, moi, ça me fait peur, quoi. Ça me fait Oui, vraiment peur. explique-le plus en détail pour le coup, pour tous ceux qui sont pas au courant. Bah, il y a eu un appel d'offres. Alors, je sais plus la ligne. Par contre, je suis désolé. Hein, je sais plus quelle ligne c'est. Bah non, mais c'est pas grave, chacun et après peut aller fouiller. L'information va être parcellaire. Je suis désolé. Mais il y a une ligne dans l'est, donc qui a été. C'est les ouvertures du TER à la concurrence. Et donc voilà. Et donc ah oui, alors ça c'est énorme aussi parce que l'État fait un appel d'offres avec l'entretien des voies et la SNCF qui a tellement taillé dans ses équipes, qui a tellement réorganisé, est incapable de répondre à l'appel d'offres parce qu'elle a plus personne pour l'entretien des voies. Elle a les conducteurs, elle aurait les chefs de train, etc. Mais elle peut pas répondre à l'appel d'offres parce qu'elle a plus le personnel. Donc la SNCF ne répondra pas à La l'appel d'offres. première concernée, Voilà, ne peut pas répondre. voilà. Et donc, ouais, incroyable hein, quand même. Et de toute façon, c'est pas prévu que la SNCF. Là, c'est clair. C'est pas prévu que la SNCF remporte les contrats. Ce qui est prévu, c'est Bah que non. ce soit les filiales de droit privé, la SNCF, qui remportent les contrats. La SNCF organise Qu'est-ce ça. que tu réponds aux gens qui systématiquement vont te dire, moi j'entends ça depuis j'ai 18 ans, ce serait pas plus mal qu'ils aient de la concurrence parce qu'ils ont le monopole et le train c'est cher. Donc s'il y a de Bah, la concurrence, ça sera moins cher. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? il faut jamais oublier qu'un service public, ça travaille à prix coûtant. Un Oui. service public ne fait pas de bénéfices. Que ce soit la poste, que ce soit l'hôpital, que ce soit bon, l'éducation nationale, c'est encore différent. Il n'y a pas de, mais il y a pas de financement, mais voilà. Mais toutes les entreprises publiques nationales de services publics ne font pas de bénéfices. Il y a ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire que là où on fait du bénéfice, on le verse là où on fait du déficit, pour éviter les déserts ruraux dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, Bah oui. c'est d'abord cette ouverture à la concurrence, c'est un leurre, parce que de toute façon, il y aura toujours les mêmes voies. Donc, il n'y a pas Bah oui, ils l'entreprise vont pas faire. elle ne va pas construire des nouvelles voies, Bah elle non. ne peut pas faire passer deux trains en même temps. Donc, Non. sinon, il faut construire des nouvelles voies. Donc, c'est un leurre. Ensuite, ce sont des marchés, des appels d'offres, donc avec, on fixe un niveau de service. Hein. On dit, voilà, l'appel d'offres, c'est de faire tourner, c'est de faire rouler, circuler 100 trains par jour sur telle origine-destination, etc. Donc, l'entreprise privée qui va répondre à ça, elle va si possible, respecter le contrat. Si elle ne le respecte pas, elle aura des pénalités, mais son but, c'est de faire du bénéfice. Le bénéfice, il se fait sur le dos des salariés, il se fait sur le dos de la sécurité, il se fait sur le dos de la formation, il se fait sur le dos de la formation. Là, le post-formation dont je parlais tout à l'heure, il est extrêmement coûteux. Donc là, ils Oui, sont tu parlais contents. de ces grosses sommes. Et oui, ils vont récupérer, pour l'instant, ils vont récupérer dans un premier temps, ils vont récupérer du personnel formé. Mais dans un premier temps, après, comment il va falloir bien qu'ils Bah, le et remplacent. comment ils vont se mettre à jour? Comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour maintenir le niveau de compétence et de formation? Et ensuite, après, quand les gens vont partir en retraite ou quand les gens vont quitter l'entreprise parce qu'ils supporteront plus, comment ils vont faire pour avoir du personnel formé? Ils n'ont pas ils rendent même pas la volonté de mettre du pognon dans la formation pour essayer, voilà. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est une perte, donc c'est une perte de sécurité pour les voyageurs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a forcément une perte de qualité de service puisque le personnel, c'est là-dessus qu'on va faire des économies. C'est sur la prévention des risques aussi professionnels. C'est-à-dire que il faut savoir que un service public comme ferroviaire, par exemple, c'est extrêmement, il y a beaucoup d'accidents du travail. C'est normal. On travaille en horaire décalé, on travaille 24 heures sur 24, en horaire décalé, 7 jours sur 7. C'est dangereux.
quand on est même quand on est conducteur, on monte, on descend des trains beaucoup. Voilà, donc c'est mécanique. C'est Non, non, mécanique. non, non. Luc Ferry a dit que conduire une Formule 1, c'était bien plus fatigant qu'un TGV. Ah oui, c'est certainement plus fatigant, mais on le fait moins souvent, je pense quand même. Hein. Ouais, Il y a c'est moins ça. de humains qui circulent que de TGV. Et donc, mais donc statistiquement, il y a forcément plus d'accidents du travail qu'un travail administratif, par exemple. C'est Bien normal. sûr. Ben, c'est Normal. du travail de terrain, c'est dangereux, c'est électrique, c'est Voilà, oui. descendre d'une machine, je sais pas si tu vois, il y a des rampes, il y a des C'est machins, il y a des. physique. Mais oui, bien sûr. J'ai des collègues qui ont glissé, qui se sont fracassés le dos en descendant d'un train. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Sur 18 000 conducteurs qui descendent 10 fois par jour de leur train, ben, statistiquement, forcément, il va y avoir des accidents. Voilà, c'est mécanique. Mais c'est Donc, obligé, c'est comme ouais. Tous les métiers physiques, voilà. comme dans le BTP, enfin, il faut le considérer. Tout ça, c'est coûteux. Donc, tout ça, c'est coûteux pour une entreprise. Et voilà. Et ces entreprises privées vont devoir faire du bénéfice. Ils vont rogner sur toutes ces choses-là. Tout Ils le vont confort, tricher. ouais. Ils vont tricher sur la qualité de travail des agents aussi. Et ceux qui disent ça, moi, je leur souhaite que leurs enfants réussissent leurs études, hein, qu'ils aient jamais besoin de rentrer dans une entreprise qui va les former. Tu vois, il y a ça aussi. Les gens, ils y pensent jamais à ça. Mais mon gosse, est-ce qu'il va faire bac plus 12? Peut-être pas. Hein. Peut-être que moi, j'ai un enfant qui fera pas bac plus 5 ou parce que c'est pas son truc, les études, etc. Mhm. Je serais content qu'il trouve du travail dans une entreprise qui va le former sur un métier spécifique, avec des conditions sociales correctes. Ou alors mon gosse, comme j'entends certains, il a qu'à se démerder. S'il est exploité, tant pis, il aura qu'à se battre. Et moi, j'ai fait ma part. Non, non, non. Moi, je pense qu'il faut prendre soin des. Il y en a des comme ça. Je pense qu'il faut prendre soin des jeunes générations et il faut penser aussi aux emplois qu'on va leur donner et appeler. L'ouverture de la concurrence des appels d'offres SNCF, c'est une alarme. C'est pas bon. Non seulement C'est pas bon. non seulement c'est bidon, on a vu ce que ça donnait aussi en Angleterre, parce que là, par exemple, sur l'appel d'offres où il y a l'entretien des voix, moi, ça me fait peur. Quel pognon? Parce que l'État va donner du pognon. Va donner du pognon. C'est comme ça un appel d'offres. L'entreprise privée, elle dit voilà, moi, ça va me coûter 60 millions par Mhm. an d'exploiter la ligne et 40 millions par an d'entretenir les voies. En tout, une enveloppe de 100 millions. Donc, l'État va donner 60 millions pour la circulation des trains, 40 millions pour l'entretien des voies. Est-ce que des 40 millions, ils vont aller à l'entretien des voies? Tu vois, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Parce qu'ils vont pas aller chercher des travailleurs étrangers, des gens qui vont travailler, qui sont dans le besoin de gagner très peu et de travailler beaucoup. Même qu'ils vont Comme pas la faire, SNCF, ils vont pas mais faire comme la carrément. SNCF a fait au début, hein. Ils sont allés Ce qui s'est passé, recruter, ce qui s'est passé au en Maroc, hein, au Angleterre, c'est début. qu'ils Hein. n'ont pas fait. Ce qui s'est passé en Angleterre, c'est qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas Ouais, fait voilà. l'entretien. C'est pour ça Donc qu'ils ont voilà. renationalisé derrière les Anglais. Ils n'ont pas fait Donc c'est l'entretien. dangereux. Donc c'est Voilà. Et il y a dangereux. aussi autre chose, il y a aussi autre chose dont on parle plus rarement. Aujourd'hui, c'est une seule entreprise, la SNCF. Si le TGV, là, on a vu le TGV, ils étaient en retard, il y a eu un incident, etc. Ok, c'est mal entretenu, voilà, bon, il peut y avoir aussi des soucis, il y a des problèmes. Ce qu'il y a, c'est que la SNCF a renié sur les statistiques aussi. Oh ben, il y a 0,02% de chance que un rail casse. Bon, allez, on va entretenir moins les rails, c'est pas grave, on fera du curatif à la place du préventif. Il y a 0,1% de chance que la caténaire se casse la figure ou qu'il y ait une coupure de courant. Bon, bah, franchement, 0%, je vais pas maintenir un poste, alors qu'il y a 0,1%, que ça va arriver une fois par an. On fera du curatif à la place de faire du préventif. Tout est comme ça, tout est calculé comme ça, sauf qu'au bout du compte, les pourcentages de chance, ils s'additionnent pas, ils se multiplient. Et au bout d'un moment, il y a des incidents tous les jours. C'est ça Bah, de qui, toute façon, c'est le cas. Pour ceux qui c'est le prennent, calcul. pour les usagers qui prennent le train tous les jours, moi, ça a été ma vie pendant plusieurs années. Tous les matins, ding, ding, ding. Voilà. Retard de 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Et on s'arrête au milieu des voies. Et c'est les agents qui sont sur place qui prennent tout dans la tête. Est-ce que dans Parce une que société c'est moderne, le premier rempart. Et eux, ils subissent aussi le fait que les voies ne sont pas assez entretenues, qu'il y a des arbres, qu'il y a des feuilles, qu'il y a de la neige, qu'il y a des trucs. Enfin, c'est cata, non, quoi. mais là, on ne savait pas les arbres, parce qu'on ne savait pas qu'en automne, les feuilles allaient tomber, c'est pour ça. Non, Mais ben non. dans 10, 20 ans, on aura pris l'habitude que les feuilles tombent en automne et peut-être on va. Non, c'est pour ça, on ne savait pas. C'était pas notre Non. faute. Non, mais en dehors de la blague, est-ce que dans une société moderne, on est obligé de maltraiter les gens pendant leurs conditions de transport? Est-ce que, quand on sait aujourd'hui, enfin, notre préoccupation principale aujourd'hui, soyons clairs, ayons un petit peu de raisonnement, un petit peu politique, pas de politique politicienne, mais de politique générale. Est-ce que notre Globalement. préoccupation principale aujourd'hui, ça devrait pas être l'environnement?
Est-ce que Ah bah si, mais j'allais y est-ce que venir. ce De dont toute façon, faut prendre le train. Faut prendre le devrait train. s'occuper, est-ce que de ce dont devrait s'occuper un gouvernement responsable, ça devrait pas être l'environnement? Eh C'est bien, ça? pour le transport, il y a des solutions qui existent. Le train, on sait très bien que c'est beaucoup moins consommateur d'énergie, beaucoup moins producteur de gaz à effet de serre que la voiture. Donc, on devrait Mais, attirer les gens vers le train mais le fait, par des conditions de transport agréables. On n'est pas obligé de maltraiter les gens de leur domicile à leur travail. On peut aussi leur donner des conditions de transport agréables, où ils sont bien, où ils sont choyés, où ils sont comme à la maison. Voilà, ils sont voilà, mais non. Tout ça pour des, enfin voilà, c'est pour des questions de pognon toujours. On en est toujours là. Mais est-ce non, qu'une c'est sûr. dans une société dite évoluée et moderne, on ne doit pas consacrer aussi un peu d'argent au bien-être et offrir des conditions de transport de qualité? Voilà. Et ça, on ne l'aura pas par le privé. Non. Oui, ce que je Non, voulais tu l'as dire, très bien démontré. Ouais. ce que je voulais dire pour Vas-y. finir, c'est sur l'histoire des TGV qui tombent en panne ou machin. Mais aujourd'hui, c'est la SNCF. La SNCF, si on arrive en retard à son lieu à son lieu de correspondance, la SNCF paye l'hôtel, paye un Mm. repas, Bah oui. prend en charge, s'arrange avec la compagnie aérienne, même s'il y a, il y a un billet Mm. d'avion. Si l'usager a un billet de train avec un billet d'avion, la SNCF va négocier avec la compagnie aérienne pour dire voilà, et va prendre en charge s'il y a besoin, parce que elle doit amener le contrat de transport. Un billet de train, c'est un contrat de transport, ça s'appelle comme ça. Hein. Elle doit amener l'usager à destination. Donc, et à l'heure est prévue, etc. Avec une tolérance, mais bon. Donc, demain, quand ce sera deux compagnies différentes, on fait comment? Quand ce sera, tu vois, quand ce sera, il faudra. En Angleterre, c'est comme ça. En Angleterre, tu te déplaces de ville en ville, mais tu sais pas à la prochaine ville, tu connais pas les horaires, parce que dans la ville d'avant, la compagnie qui s'occupe de la ville d'après, elle n'est pas présente. Donc ils n'ont pas les horaires, ils peuvent pas te dire, c'est pas la même entreprise. Donc ils peuvent pas te dire à quelle heure tu as ta correspondance ou à quelle heure tu auras ton train pour changer de train pour continuer ton voyage. Non, on ne sait pas. C'est voilà. Non, On en est. l'avenir est pas super ensoleillé pour la SNCF et encore moins pour les usagers qui ont besoin. Moi, j'ai pas de voiture, par exemple. Le train, c'est ma solution. Je trouve que c'est un moyen de transport extra, rapide, confortable, sûr. Et je trouve que c'est dangereux de laisser ça disparaître et surtout de dilapider le capital. Alors, effectivement, on va parler, eux parlent d'argent, mais nous, on va parler du capital humain. Quand Bien tu sûr. disais, ces institutions-là, ces sociétés-là, c'était des fleurons. On était fiers quand quelqu'un de notre famille était à la SNCF ou était, il y en a à l'époque étaient au PTT. Il y en a mais les gens étaient fiers parce que ils travaillaient pour le bien commun. Alors moi, j'ai connu Euh, que des campagnes de calomnie, donc je pourrais pas te dire quoi. Oublie pas bah si, le la retraité SNCF de la Cour c'était des un. Oublie pas, puisqu'on en est dans les chiffres là. Moi, il y a un chiffre qui m'a choqué quand même, c'est le retraité de la Cour des comptes qui a dit que chaque Français payait 215 euros pour la SNCF, pour les cheminots, qu'il ait pris le train ou pas. Vous vous rendez compte, Et 215 euros donc, par personne. Bah, et il a donc, divisé 14 milliards,3, c'est-à-dire tout l'ensemble de l'argent qui est subventionné par l'État pour la SNCF, pour l'entretien des voies, pour etc., pour la caisse de retraite, etc. Et il a divisé par 67 millions, ça fait 215. Moi, j'ai fait le calcul, hein, donc je peux te le dire, c'est comme ça qu'il a fait. Ça fait 215 euros. Il a dit, voilà, même les bébés, même tout, chaque oh Français là paye là. 215 euros par an pour la SNCF. Non, mais attends, il y a une suite, parce que ce qu'il dit pas. Mais moi, j'ai fait le calcul aussi. La Vas-y. route, c'est 25, la route, c'est 25 milliards par an. Ouais, C'est c'est ça. 340 euros par personne. Qu'on ait une voiture ou pas, oh là là, ça, il l'a pas dit ça. Qu'on Même ait si on une est un voiture, bébé. même les bébés, ils payent 343 euros par an pour la route. La route qui, je le rappelle, quand même, nous pollue, nous tue, le Ah ouais, bruit, moi j'ai pas la peur en train, j'ai peur en pollution, bagnole. voilà, Donc, l'espace des routes, parce que l'espace des routes, mine de rien, quand on fait une autoroute à 4 voies, à 2 fois 4 voies, ben c'est un espace, c'est de la terre agricole qui ah ouais, disparaît, bah enfin, c'est du etc. bitume, c'est la cata. Voilà. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est une sorte de chiffre mensonger et de façon à orienter les gens contre les cheminots pour pas pour les mettre en opposition avec les cheminots et nous faire passer pour des salauds, pour des voleurs, etc. Sur les retraites, parce qu'il y a souvent cette question-là. Sur les retraites, oui. Oh là Ah, et les là. avantages, qu'est-ce qu'on entend parler Vous des avantages des cheminots, ça aussi. vous rendez compte, les Français, on leur paye 3,3 milliards, on leur prend 3,3 milliards de leurs impôts pour la caisse de retraite des cheminots. Oui, c'est vrai. Parce que on est passé de 500 000 cheminots en 1945 à 140 000 aujourd'hui, ou 145 000 aujourd'hui.
Donc déjà, c'est une volonté politique. 500 000 cotisants, il n'y a pas besoin de verser 3,3 milliards d'euros. 140 000 cotisants, il y a besoin de verser 3,3 milliards d'euros. Donc déjà, si on verse les 3,3 milliards d'euros, c'est parce que les gouvernements ont décidé qu'il y aurait moins de cheminots, donc il n'y aurait pas de cotisations qui rentreraient. Donc c'est pas une décision des cheminots, c'est une décision politique. Déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, entre-temps, la SNCF, elle n'a pas, en réalité, elle n'a pas diminué son nombre de salariés tant que ça, parce que la partie privée n'a fait que grossir. Et je vais parler vite fait de Géodis, mon collègue Mouloud Sarawi, qui a été proposé 7 fois. Le Géodis a demandé son licenciement à l'inspection du travail. 7 fois ou 8 fois peut-être maintenant. Je sais plus, tellement il y en a. Mais presque 10 fois, en tout cas, ils ont demandé l'autorisation de licenciement contre lui. Parce que, bon, c'est un délégué CGT de Géodis. Géodis, c'est le transport. Géodis, c'est le transport routier de la SNCF. Premier transporteur routier de France, c'est la SNCF. N'oublions jamais. Donc le fret ferroviaire a été transféré à la route par volonté politique. La SNCF s'est pas dit d'être toute seule. Je vais casser le fret ferroviaire. Mais même la Cernam, c'est dégueulasse d'avoir arrêté Exactement. Ça. Service national des messageries. Alors toi, tu connais ça, mais c'est moins hyper... connu. C'était les petits colis. Moi, la Cernam, c'était vachement bien. C'était les petits colis, ouais, exactement. Donc, la SNCF a de plus en plus de salariés du privé. Je vais dire un mot sur Sphéris. Sphéris, filiale privée de la SNCF, qui travaille dans les voies, donc il fait du travail de cheminot. Là, pour le coup, travailler dans les voies, faire l'entretien des voies, construire les voies, etc., c'est du travail de cheminot, de pur et dur, quoi. C'est pas du transport du rail. routier. Alors, vraiment le rail, quoi. Ouais. Voilà, on pourrait dire transport routier, c'est pas du travail de cheminot. C'est du travail de cheminot parce que c'est du fret ferroviaire qui a été transféré à la route. Mais c'est pas du travail entièrement de cheminot, purement. Tandis que Sphéris, oui. Eh bien, Sphéris et Géodis maltraitent leurs salariés. 8 demandes d'autorisation de licenciement. Juste un chiffre à Géodis, il y a 150 chauffeurs routiers, il y en a 6 en CDI. 6 sur 150. Ils sont 140 sur la plateforme, 140 manutentionnaires, il y a 35 CDI. Il y a 35 CDI. Tout le reste, c'est des boîtes d'intérim. Donc, tout le reste, c'est anxieux. C'est 3,3 milliards versés pour les retraites. C'est une subvention à la maltraitance. Moi, j'appelle ça comme ça. Une subvention à la maltraitance. C'est une subvention prise sur les impôts des Français pour que la SNCF puisse maltraiter ses salariés dans sa partie privée, que ce soit au Géodis ou que ce soit à Sphéris. Voilà la réalité des prix. Donc, on ne nous dise pas que c'est que les cheminots coûtent cher. C'est l'État qui a décidé de maltraiter les salariés de la partie privée de la SNCF. De toute façon, c'est un crime social, quoi. Oui. C'est un assassinat, je veux dire, c'est un génocide, quoi, social. Ça là. Le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, oui, il y a eu une maltraitance. Passer de 500 000 à 100 000, de mettre 6 contrats sur 100, ça veut dire que ça te fait 90% des gens qui sont anxieux. Parce que quand on a un intérim, on est anxieux. Parce qu'on sait quand ça se termine, on sait pas quand est-ce qu'on recommence. On est intégré, puis quand on commence à se sentir bien, c'est le moment où il faut partir. Enfin, c'est toujours la veille du premier jour dans la boîte, toujours la boule au ventre. Enfin, voilà, on sait pas où est-ce que ça amène tout ça. Donc il y a une volonté de s'en prendre à une institution qui est finalement. Est-ce que tu penses toi que le peuple, la population, est plus attaché à ces institutions que l'État lui-même? Bien sûr, bien sûr. On a eu que des gouvernements comme ça, mais le gouvernement Macron, c'est quand même l'archétype du vol du bien collectif pour le privé. Enfin, il fait ça. Enfin, Aéroport de Paris, Française des Jeux, SNCF, La Poste. Patrimoine. Voilà, c'est le patrimoine de la population qui est bradé au privé, quoi, et bradé à ses copains, quoi. Et pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire ça tranquille? Il faut faire de la répression syndicale, la répression anti-syndicale, pardon. Moi, je rappelle quand même, la SNCF en 2017, il y a eu mon ami, donc Édouard Postal, qui s'est suicidé, qui était aussi militant syndical Sudrail. Il y a eu Fred, mon pote Fred, qui était secrétaire du CHSCT-FO, qui a été licencié. Il y a David, qui était membre du CHSCT de Mantes-la-Jolie, qui a également quitté l'entreprise depuis, parce qu'il est tombé malade tellement il était harcelé moralement. Il y a sa compagne qui était agent SNCF, qui a été harcelée, qui est tombée malade, qui n'a jamais repris le travail, qui a été licencié de la SNCF pour phobie de l'entreprise. C'est le médecin conseil de la caisse de prévoyance qui l'écrit, qu'elle ne peut plus travailler dans l'entreprise pour phobie
de l'entreprise. Voilà. Quand même, c'est énorme. Et la compagne de Fred, qui a également quitté l'entreprise parce qu'elle pouvait plus, elle était harcelée aussi à cause, parce que son compagnon était secrétaire du CHSCT. Voilà. Et ensuite, il y a moi, il y a tous les délégués qui ont subi des sanctions. Et aujourd'hui, je suis dans un collectif anti-répression et on voit que ça s'élargit, puisque Yann Godin, quand même, de Pôle emploi, qui est licencié pour avoir fait son boulot, pour avoir donné les informations aux chômeurs pour qu'ils puissent bénéficier de leurs aides normales, l'aide légale à laquelle ils peuvent prétendre. Comment Anthony Smith, inspecteur du travail, muté à 200 km de chez lui pour avoir demandé aux entreprises de respecter les règles anti-Covid, une entreprise de travail à domicile. C'est quand même énorme. On est dans un truc vraiment énorme, quoi. Et là, c'est l'État encore qui est l'instigateur de tout ça. Et là, je parle pas du privé, parce que dans le privé, ça va être le massacre. Ça va être le massacre. Donc, s'ils pensent qu'en allant bosser dans le privé, ça va aller mieux, ils se trompent. Hein. Non, privé, c'est terrible. Bien sûr. Terrible. Et donc, il y a également les 3 profs de MEL, dans les Deux-Sèvres, qui ont été sanctionnés, qui sont sans salaire depuis 7 mois ou 8 mois, je sais plus, voilà, pour rien du tout, quoi. Et pour avoir contesté, si quand même les E3C, là, le truc de Blanquer, voilà. Il y a la copine Anissa de hospitalière aide-soignante qui a été sanctionnée, enfin qui va être sanctionnée là, voilà. Il y a la RATP. Sanction des aides-soignantes, tu sais. La RATP suit le même chemin que la SNCF aujourd'hui, avec les sanctions qu'on a eues avant les vacances de toute la clique de mon copain Ahmed, François, Patrick, j'oublie des noms, et aujourd'hui Alexandre El Gamal qui va être licencié. Donc on a fait un collectif anti-répression, et on a donc une conférence de presse le 16 septembre qui sera retransmise sur Internet. Comment est-ce qu'on fait là? On va vous donner des dates. Alors, 16 septembre, vas-y, il y a... Parce que ça, c'est pas... On va leur mettre les liens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser des gens être sanctionnés, quels qu'ils soient, publics, privés, etc., etc. Moi, je fais le parallèle avec les Gilets jaunes. Le gouvernement a incité les policiers à frapper aveuglément, à frapper de manière arbitraire, à crever des yeux, avec l'impunité garantie derrière, même à tuer des gens, on l'a vu, puisque il y a eu des morts. Cédric, Steve. Voilà. Donc en garantissant l'impunité et pour que, et il le dit très bien, David Dufresne dans son film, pour avoir un pays qui se tient sage, c'est le titre de son film. Eh bien, de la même façon, cette répression antisyndicale qui est aujourd'hui, c'est pour que on ait un pays qui se tienne sage aussi. Que dans le monde du travail, cette répression professionnelle, cette violence professionnelle, alors évidemment, on n'a pas perdu un œil, j'ai pas perdu un œil, mais si je me retrouve avec mon pédigré, c'est-à-dire que n'importe quel patron va taper mon nom sur Internet, est-ce que je vais retrouver du boulot? Voilà. Alors justement, toi, t'en es où personnellement? Maintenant que tu es licencié? J'ai tout perdu. Moi, j'ai perdu les quelques avantages qui restent encore à la SNCF, en tout cas les quelques avantages liés au boulot. C'est-à-dire que ma carte de transport SNCF, je l'ai plus, donc voilà, j'ai été obligé de la rendre. Donc heureusement que j'ai été accompagné, parce que au bout de 28 ans de service, je peux t'assurer que ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup de mal, quoi. Et puis mes 28 ans de service, ils sont basculés au régime général. C'est-à-dire que moi, je perds sur ma retraite, je perds énormément, puisque à la SNCF, moi j'ai commencé en dessous du SMIC. La SNCF a une dérogation, c'est dérogatoire. La SNCF, les salaires d'entrée, ils sont en dessous du SMIC. C'est dérogatoire au code du travail. Donc j'ai commencé en dessous du SMIC. Donc sur les 28 ans de cotisation, il y a des cotisations qui sont à valeur du SMIC, voire en dessous. Hein, et que maintenant, ça va être calculé sur mes 25 dernières années. Il faut comprendre que la retraite des cheminots sur les 6 derniers mois, elle est juste là pour compenser le fait qu'on a des faibles salaires toute notre vie. À l'époque, quand ça a été créé la SNCF, il fallait que le train, ce soit pas cher. Il n'y avait pas des voitures à l'époque. Il n'y avait pas toute parc automobile. Il fallait que tout le monde puisse prendre le train. Il fallait fidéliser les cheminots. Il fallait un outil d'aménagement du territoire. Et il fallait que ça coûte pas cher. Donc, il y avait des garanties sociales dans l'entreprise, qu'on appelle des garanties sociales. Donc, une sorte de gestion paritaire de certaines choses. Quand c'est fait intelligemment, ça peut être une gestion paritaire de certaines choses. Aujourd'hui, c'est tout détourné, donc il n'y a plus de gestion paritaire du tout, ça n'existe plus. Mais ça, voilà. Mais à l'époque, c'était ça. Il y avait donc des garanties sociales, et une des garanties sociales, c'était, certes, vous aurez des faibles salaires toute votre vie, mais à l'époque, il y avait beaucoup de médecins SNCF,
Donc, il y avait, dans chaque gare, quasiment, il y avait un médecin SNCF. Donc, les cheminots, ils pouvaient aller consulter le médecin gratuitement quand ils voulaient. Et il y avait d'autres petits trucs. Il y avait des logements SNCF avec des tarifs préférentiels qui sont alignés sur nos salaires, puisque nos salaires sont faibles. Il faut des loyers qui soient compensation, faibles. ouais. Voilà. Et le dernier truc, c'était la retraite. Donc, la retraite, puisque vous avez eu des salaires de merde toute votre vie, vous aurez le calcul de la retraite sur les 6 derniers mois, ce qui fait que vous aurez une retraite à un taux normal. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que la retraite des cheminots, je parle pas des cadres, hein, je parle vraiment des agents d'exécution. La retraite des agents d'exécution, elle est rattrapée parce que le calcul se fait sur les 6 derniers mois et pas sur l'ensemble de la carrière. Sinon, ce serait catastrophique vu qu'on commence en dessous du SMIC et qu'on peut passer 10 ans en dessous du SMIC. Donc moi, je vais crever de faim. Voilà, c'est ce qui était prévu déjà, vu qu'ils ont bloqué mon salaire pendant 7 ans. Ils m'ont bloqué mon déroulement de carrière pendant 7 ans. C'était déjà prévu. De toute façon, c'était leur but. Hein. Leur but, c'était de me pénaliser pour que je crève de faim à la retraite. Hein. Voilà, c'est clair. Hein, là-dessus, voilà. Donc là, ils ont réussi. Il y a une page Facebook de soutien. Oui. À toi, on va vous l'épingler dans les petits commentaires, vous allez le voir. Il y a une page Facebook, il y a un collectif qui te soutient, parce que du soutien, tu en as, et heureusement, et il en faut, et il y en aura encore, parce que finalement, ça devient symbolique, et effectivement, tu n'es pas tout seul dans le train, c'est le cas de le dire. Vous êtes nombreux dans le même wagon, là. Et je voudrais apporter mon soutien aux grévistes de l'hôtel Ibis. Aux grévistes de l'hôtel Ibis, ils en sont à 14 mois de grève. Il faut les soutenir aussi, il faut aller les voir. C'est l'hôtel Ibis de Batignolles, en sortant du nouveau parc. Hein. Je rappelle que ce parc. Allez les voir. Voilà, il faut les soutenir. Il y a le 16, alors parle-nous du 16 septembre. Le 16, donc le 16 au soir, je ne sais plus l'heure, mais il y a la page Facebook, il y a un événement Facebook. On va vous mettre le lien aussi de l'événement Facebook. Je crois que c'est 19h, je crois, le 19h30. 19h30, ouais, j'ai pas osé le 30, mais 19h30 à la Bourse du Travail à Paris. Donc un grand meeting, une grande conférence de presse avec donc beaucoup de gens réprimés qui subissent cette répression syndicale, cette violence sociale. Moi, je sais pas, mais moi, mes collègues qui ont été licenciés, il y en a certains, je sais qu'ils ont pas, ça fait plusieurs années, ils sont pas encore remis. Ils sont pas encore remis. Ils ont des psys, hein, ils suivent des thérapies, hein, ils sont pas encore remis. Moi, je pense que quelqu'un, je vais pas dire de nom, mais voilà, enfin, je le connais moins, Yann Godin, je le connais, mais je pense que c'est extrêmement, traumatisant d'être licencié parce qu'il a respecté, il a dit aux gens comment faire respecter leurs droits. Enfin, c'est un traumatisme profond. Je pense qu'il est vraiment pas bien, quoi. Enfin, voilà, je sais qu'il est pas si mal que ça. Je sais ça va, mais quand même, profondément, ça doit quand même. On est dans un moment dans notre société, dans notre civilisation, où il ne fait pas bon connaître ses droits. On nous explique clairement nos devoirs, mais il fait pas bon connaître ses droits. Il ne fait pas bon être lanceur d'alerte. Il ne fait pas bon dire la vérité du tout. Donc, sans rentrer dans un complotisme extrême, je veux dire, il y a une volonté de faire taire. Très fort, et toi tu fais partie des gens qui ont été sacrifiés sur l'autel de cette répression, clairement. Je suis en train de... Oui, Karim, c'est ça. Je peux dire 2 mots sur Karim Ben Ali. Karim Ben Ali, c'est le monsieur qui a eu le courage de dénoncer son employeur, Veolia, parce qu'on lui demandait de verser de l'acide dans la décharge. Ah, mais je l'ai vu, c'est voilà. Sa vidéo. Eh bien, il a pas retrouvé de travail. Aujourd'hui, il est quasiment à la rue. Moi, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, je pense que je vais pas trahir un secret en disant, il m'a dit tous les matins, je pense à me flinguer. Tous les matins. Je pense à me flinguer. C'est infernal. Et oui. C'est un mec qui a eu le courage, mais c'est incroyable ce courage qu'il a eu. Ce mec-là, il devrait être Yann Godin, on devrait le mettre à la tête de Pôle emploi. Anthony Smith, on devrait le mettre au ministère du Travail. Il devrait être ministre du Travail. Toi, tu devrais être président de la SNCF. Je sais pas si j'aimerais, mais voilà, non mais tu vois, c'est logiquement, en toute logique, si on était une société, si on n'était pas un pays ultra libéral où les riches captent le pognon et volent au quotidien, volent continuellement les masses laborieuses, hein, les travailleurs, voilà, parce que c'est ça la réalité. On est dans un système ultralibéral qui capte de plus en plus le pognon de la base pour aller vers de moins en moins de personnes. Ils sont de plus en plus ils sont de moins en moins nombreux en haut à capter le pognon. Les taux se resserrent là-haut. Bah oui. Voilà. Et donc, si on n'était pas dans un pays comme ça, dans un système comme ça, qu'on était dans un système cohérent, un système juste, eh bien, ces lanceurs d'alerte, ils seraient remerciés, mais dans le bon sens, pas remerciés, virés. Ils seraient remerciés, ils seraient mis
en responsabilité, parce que c'est les gens qui ont eu le courage de se mettre en danger pour, voilà, enfin, pour moi, Bah, c'est incroyable. ils supportent pas le mensonge, point. Enfin, ils ont un système de valeurs et ils le respectent et ils ont des axiomes et voilà, et point. Et heureusement qu'il y a encore des gens comme ça, mais c'est pas par hasard qu'ils subissent une telle répression. C'est pas par, je veux dire, c'est des gens, on veut désamorcer les élans d'affranchissement de ça. Et le bilan de cette politique, c'est quoi? C'est non seulement de la répression antisyndicale, avec, on l'a vu, plein de cas de gens qui se sont mis à la rue, qui retrouveront peut-être pas de boulot, des vies brisées, etc. C'est des licenciements, bien sûr. Ils veulent fermer, Total veut fermer, veut délocaliser la raffinerie de Grand Puy, en laissant je ne sais combien de familles sur la paille. Voilà, parce que ça fera plus de pognon si on va le mettre ailleurs. Et il y aura pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de prévention des risques professionnels et il y aura moins de prévention environnementale. Donc, on pourra polluer s'il y a une conduite qui fuit ou s'il y a oui, on une peut pouvoir catastrophe. décharger. Ouais. C'est pas grave, Total s'en lavera les mains. Bref. C'est pas grave, Donc, de toute façon, ils payent déjà pas leur impôt en France. Alors... il y a voilà, il y a toute cette casse sociale. Quoique Total, c'est français, je pense qu'ils payent quand même en France. Mais pas tout. Pas tout, voilà. Donc, il y a toute cette casse sociale, mais il y a également la partie moins visible. C'est quoi? C'est toute la partie de maladie professionnelle qui sera jamais reconnue. C'est-à-dire toutes ces dépressions d'origine professionnelle, toute cette pression qu'on met sur ces salariés du public et du privé, les deux, la façon dont on brise leur vie, la façon dont on les presse comme des citrons et qu'on les jette après. La réforme des retraites, c'est ça. De dire vous ferez plusieurs boulots dans votre vie, c'est ça. Ça veut dire vous serez des citrons. Et après, à la fin, quand vous aurez plus de 50 ans, puisqu'à plus de 50 ans, je te rappelle, il y a 40% des gens qui ont plus de boulot déjà, hein, ou plus de 55 ans, je sais plus, mais voilà, c'est un truc comme ça. Déjà, à 55 ans, il y a la moitié des gens, ils sont au chômage. Donc, eh bien, avec l'espérance de vie qui augmente, tu sais. On sera en concurrence entre nous, pour faire des petits boulots, parce qu'à 55 ans, on va pas se recycler en tant que médecin ou en tant qu'avocat, hein, ça arrive rarement. Il y en aura quelques-uns, mais bon. Voilà. Mais donc, on sera en concurrence entre nous pour pouvoir survivre et pour pouvoir compléter nos annuités pour pas crever de faim à la retraite. Donc voilà. Et alors que toute notre vie, moi je vois, les dépressions d'origine professionnelle, c'est énorme, c'est un coût énorme pour la société. Voilà. Et après on va nous dire la sécurité sociale et oh là là, elle est en faillite. Il y a le trou de la sécu. La sécu. Alors que c'est notre système d'exploitation des salariés et de gain de productivité à outrance qui déglingue la sécu. Et de toute façon, s'en prendre au système de retraite, ça annonce la couleur la phase d'après, c'est s'en prendre à la sécu. Et si je peux me permettre une conclusion sur le sujet qui me tient à cœur, c'est que toute cette productivité à outrance, elle fait quoi? Elle ne fait que détruire la planète. Elle pollue. Elle ne fait que détruire la planète. Donc il faut arrêter les gains de productivité. Il faut arrêter la mise en concurrence. Il faut produire du durable. Il faut arrêter l'obsolescence programmée. Produire des choses qu'on peut recycler, des choses qu'on peut faire durer dans le temps, des choses qu'on peut réparer. Et arrêter de la production à outrance qui ne fait que finir à la poubelle et qui ne fait que détruire la planète. Il faut qu'on arrête tout ça. Faire du biomimétisme. Hein. Si on observe la nature, elle ne produit pas de déchets. Les déchets qu'elle produit, elle les recycle. Il faut juste limiter. Hein. C'est du biomimétisme, c'est très simple. Elle nous apprend tout bien comment fonctionner. Et là, effectivement, ça prend des proportions, c'est extrêmement grave. Et le train aussi, effectivement, c'est plutôt une bonne option. J'ai pas envie d'en parler au passé et il faut se bagarrer, quoi. Grève SNCF le 17 septembre. Sortir du capitalisme pour ça. Et ouais, on est obligé. Mais c'est ça. Donc, grève SNCF le 17. Oui. Grève, c'est pas que SNCF, hein. C'est pas que SNCF. Grève générale. Oui, non, mais là, c'est le sujet. Mais grève générale, c'est la rentrée, c'est la grève. Le 16, tu l'as appelé. Les gilets jaunes le 12. Les gilets jaunes le 12. Ah bah oui, mais ça, on sait. N'oublions pas les gilets jaunes le 12. Ça, on le sait. Et ça aurait été mieux que moi, ça m'aurait plu que les grosses centrales syndicales appellent aussi le 12 et que les gilets jaunes appellent aussi le 17. Voilà, moi je pense mais il faudrait que ça converge, les syndicats et les GJ. C'est pas toujours raccord, mais on n'a plus le temps de se diviser. En réalité, il y a beaucoup de militants syndicaux dans les gilets jaunes. Ce qui n'est pas raccord, ce sont les directions syndicales. Mais des militants syndicaux sont dans les gilets jaunes. Tous les copains que je connais, ils sont dans les gilets jaunes, quoi. Et voilà, et c'est la réalité. Donc, de toute façon, si tu suis le raisonnement de ce que c'est que d'être syndicaliste, t'es forcément gilet jaune. Hein. Je veux dire, ça va de soi.
Donc après, les guéguerres internes, faut converger, faut se rassembler, faut être ensemble le 12, le 16, le 17. Faut pas avoir peur parce que là, effectivement, les taux se resserrent et te soutenir, toi, tes camarades. Moi, ça me tenait à cœur que tu donnes de tes nouvelles et qu'on resserre les rangs, qu'on parle des décédés, qu'on parle des gens qui vont pas bien, qu'on parle de l'avenir de tout ça. Et puis que finalement, on se laisse pas tomber les uns les autres. Et voilà. Et je refais un clin d'œil à Révolution Permanente parce que ils font un super boulot avec toi. En plus, globalement, puis avec toi, ils sont toujours été sur le terrain. Et voilà. Et en tout cas, voilà, il faut sauver le service public. Il faut sauver aussi le monde du travail qui va se retrouver tellement sous pression puisqu'il y aura plus personne qu'osera s'investir dans les syndicats, militer dans les syndicats si ça continue comme ça et puis que les conditions de travail vont se dégrader alors qu'elles sont déjà catastrophiques. Mais il y aura plus de frein aux gains de productivité à outrance, etc., etc. Donc ça veut dire que notre vie, elle va être ruinée par le travail et on revient des décennies en arrière et tout ça. Ça peut sauver notre environnement, ça peut sauver notre planète. Donc, on a tout à gagner. On a tout à gagner à arrêter cette escalade, à arrêter cette spirale infernale et à mettre un fin non seulement au gouvernement Macron, mais au capitalisme globalement mondialisé qui est une catastrophe. Quoi. Pas de justice, pas de paix, c'est ton slogan. Pas de justice, pas de paix. Également dans les banlieues, tout à fait. C'est ton petit slogan. Tu me permets voilà. Voilà, impeccable. Justice. Justice pour Adama et justice pour lui aussi. Voilà. Ah bah Adama, oui, il en faut. Non, mais là, on a besoin de justice, tout le monde. Les gens sont très en colère. La colère n'est pas confinée. Donc, convergeons et puis bah oui, qu'on essaye de contrer tout ça. Chacun, tout le monde est utile. Voilà, à son niveau. Tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice, faire le colibri pour le bien commun, faire sa part. Et je suis contente que tu nous aies donné un peu de ton temps. Je suis contente de savoir que les gens me téléphonent pour... maintenant, tu deviens consultant. Ça va pas, ça va pas. Extérieur. Ouais, c'est ça. Ben voilà ta reconversion. Maintenir les gens à bout de bras. Je fais le même rôle que le mec qui nous ont parachutés en 2016, mais dans l'autre sens. J'essaye de réparer le mal qu'il a fait en tant que consultant extérieur. Je suis moins bien payé que lui, hein, quand même, j'avoue. Merde. Mais... il va falloir songer à augmenter tes tarifs. Mais on ne sait jamais, faut présumer de rien. Il y a peut-être. De toute façon, il faut tout réinventer. Il va falloir réinventer le travail et on va peut-être réussir à tous faire des jobs qui nous plaisent et en vivre parce que c'est pas ce système-là qui va. On le voit bien. Tu l'as bien démontré. Ce système-là ne fait pas de bien aux travailleurs. Donc de toute façon, là aujourd'hui, travailler tue. Donc c'est pas normal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc réinventons le travail et le vivre ensemble. La loi El Khomri, qui était également quelque chose qui a été mené par Macron à l'époque, et les ordonnances pénicaux, ils ont vraiment fait du mal sur la santé des travailleurs, sur la santé au travail, sur la prévention des risques professionnels. Notamment, l'histoire, quand on veut contester l'avis médical du médecin du travail, avant, il y avait un médecin inspecteur régional qu'on appelait le MIRTMO, c'était son petit surnom, médecin inspecteur régional du travail, je sais plus quoi, voilà, et donc qui pouvait donc en tant que médecin revoir l'avis du médecin du travail et éventuellement le confirmer ou l'infirmer. Aujourd'hui, il faut saisir les prud'hommes en référé, comme si les prud'hommes étaient médecins. Là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Et évidemment que la procédure est beaucoup plus lourde et dissuasive, puisque maintenant, voilà, pour les prud'hommes, il faut en plus faire un dossier, etc. Alors qu'avant, je rappelle que les prud'hommes, ça date de Napoléon, à l'époque où les gens ne savaient ni lire ni écrire, et donc la procédure est orale, et donc tout était fait pour que quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire puisse déposer un dossier au prud'homme et puisse plaider lui-même sa cause au prud'homme. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont là pour faire des freins. On est obligé de faire un dossier écrit, de mettre par écrit des raisons, etc., de remplir tout un dossier. Il y a de plus en plus de gens qui perdent au prud'homme, de plus en plus. Voilà. Et si tu veux, il y a aussi tout un tas de choses sur l'affectation des gens. Maintenant, on devient vraiment la volonté qu'il y a derrière aussi, c'est qu'on puisse être affecté n'importe où. Voilà, qu'on puisse être déplacé, déraciné, sans. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Même la SNCF, par exemple, le médecin du travail est appelé à mettre une aptitude sur le métier, pas sur. Alors qu'avant il y avait le lieu.
Il y avait le lieu d'affectation et le médecin du travail pouvait contester un lieu d'affectation. Aujourd'hui, ça fait partie de, je sais plus si c'est partie de la loi de Khomri ou des ordonnances pénicaux, je sais plus, mais enfin, un des deux, le médecin du travail ne peut plus contester un lieu d'affectation. Alors que pour certains travailleurs, notamment des travailleurs handicapés, mais pas que, des parents isolés, des choses comme ça. Avant, le médecin du travail, il pouvait faire un peu de social. Un parent isolé qui trouvait pas de nourrice pour garder son enfant ou ses enfants le matin très tôt, etc., machin, il pouvait dire non, je vais la mettre inapte sur ce poste, voilà. Et après, voilà, non. Aujourd'hui, il faut plus qu'il y ait de frein à tout ça. Et la SNCF a également licencié beaucoup de parents isolés. Et évidemment, qui c'est qui trinque à nouveau, ce sont les femmes. Oui, bah ça, c'est pas comme si c'était un scoop, hein. Mais comme disait Monique Pinson-Charlot, que j'embrasse, évidemment, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autre fois? Parce qu'elle arrive pas, elle m'a dit, elle n'arrivait pas à apprendre les paroles de l'international. Alors, elle a fait une déformation, et ce que je trouve génial. Elle n'a jamais réussi à l'apprendre par cœur, c'est un dilemme pour elle, mais elle a dit sans eux, nous sommes tout, et sans nous, ils sont rien. Point. Voilà. Sans nous, ils ne sont rien. Mais nous, sans eux, nous sommes tout. Donc, il faut s'affranchir et ne plus avoir peur de tout ça. Mais c'est dur parce que la répression est très violente. On l'a vu pendant la crise du Covid. Hein. Qui a fait tourner la boutique? Les gilets jaunes. Oui, les gilets, exactement, oui, oui. Les gilets jaunes. On peut le dire comme ça, les gilets jaunes. C'est ça. Ouais, on peut le dire comme ça, oui. Les collègues de la grande distribution qui sont payés au lance-pierre, les cheminots qui sont payés au lance-pierre, les aides-soignants, les gens des hôpitaux qui sont payés au lance-pierre, les gens du gardiennage. Les gens qui étaient dans la rue, juste avant. Tu l'as dit, je travaillais pendant le confinement. Qui je voyais dans les trains? Des gens du gardiennage, des gens de la grande distribution, des gens du nettoyage. Voilà qui on voyait dans les trains. Et qui étaient obligés de prendre des transports en commun pendant le confinement et la crise du Covid, au risque d'y laisser sa santé, etc. Et d'aller bosser après, ce sont ces gens-là. Les gens du nettoyage, les gens du gardiennage, les gens de la grande distribution. Voilà, c'est nous qui sommes. Vous, les cheminots, les services publics, les enseignants, alors avec le ministre qui a dit qu'ils n'ont pas travaillé pendant le Covid, qu'elle a fait sa bourde du siècle, alors qu'ils ont télétravaillé comme des fous, alors qu'ils n'ont même pas eu d'équipement pour le faire pour certains. Enfin, c'est fou, quelle maltraitance, quelle ingratitude. Très en forme aujourd'hui. Et ceux qui ont râlé, donc Anthony Smith, inspecteur du travail, Anissa, Thomas de l'hôpital du Rouvray, ceux qui ont râlé, eh bien, ils ont été sanctionnés. Ah, ça y est, ah bah oui. Ah oui, direct, ils ont été sanctionnés. Eh oui. Pour l'exemple. Parce qu'il faut un pays qui se tient sage. Pour l'exemple, donc il faut soutenir ceux qui sont sanctionnés et ne pas avoir peur de les imiter. Parce que quelqu'un qui recule, peut-être qu'il prend de l'élan, faut faire attention. Il faut mettre fin à toute cette répression et à toutes ces sanctions absurdes et arbitraires. Tu sais comment on tient un pays dans une dictature? Grâce à l'arbitraire. On peut disparaître du jour au lendemain avec une cagoule sur la tête, on n'entend plus parler de nous. Eh bien, pareil, on essaye de dissuader les gens d'aller manifester parce que n'importe qui peut perdre un œil et il n'y aura jamais de réparation, et il n'y aura jamais de… Voilà. Eh bien, n'importe qui ouvre sa bouche au travail, il peut être sanctionné, il peut perdre son boulot et il n'y aura jamais de… Voilà. C'est comme ça que le patron ne sera jamais inquiété. C'est comme ça que… C'est le nombre qui l'emporte face à ça. C'est là-dessus qu'il faut pas Moi, voilà, je suis pour qu'on soit vraiment pas sage du tout. Voilà, et qu'on réagisse à tout ça. Et on a quelque chose qu'ils n'ont pas, dont l'oligarchie, appelez ça comme vous voulez, les marionnettistes n'ont pas, et que les militants et les gens intègres ont, c'est cette solidarité et c'est cette loyauté et c'est cette volonté de vivre d'un monde meilleur. C'est des gens qui sont dépourvus d'amour au profit du profit. Et le peuple, lui, déborde d'amour pour ceux qui connaissent ce mouvement, et il déborde de poésie, d'amour, de volonté. Et effectivement, en plus, c'est les gens qui vont bosser en première ligne quand c'est la guerre. Donc, il y a vraiment de quoi faire et il y a une belle matière et il n'y a pas de raison. C'est aussi pour ça que je voulais te parler, parce que comme tu as une grande bouche, me dit il va remotiver les troupes, c'est début septembre, il faut à tout prix remotiver les gens, parce que là c'est dur. La répression est dure. Il y a vraiment quelque chose qui doit nous réunir tous, vraiment. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas chipoté, ça doit nous réunir tous. Depuis 50 ans, on sait que le capitalisme nous emmène à la mort de la planète. Donc on va tous
y passer là-dessus. On va tous. Oublions pas une chose. Hein, chaque degré, qui en plus mondialement, c'est 10% de récolte en moins, 10% de production dans la récolte en moins. On va crever de faim si on laisse faire les Macron et tous ses potes, si on laisse faire comment Trump et toute la clique, enfin tous les gouvernements mondiaux du monde qui sont aujourd'hui dans le capitalisme mondialisé, ils sont tous dans l'ultralibéralisme mondialisé. Hein. Donc, si on laisse faire toute cette classe dominante et dirigeante qui est en plus donc épaulée bien sûr par les ultra riches, hein, voilà, qui ont oui, il parle de tout ça au siècle. Là, si on les laisse faire, de toute façon, on va tous morfler au niveau environnemental et au niveau même pour se nourrir, pour manger, quoi. Ça, voilà, et nos enfants, est-ce qu'on veut que nos enfants... De toute façon, ils sont en train de développer la nourriture cellulaire. Hein. Elle existe déjà. Ça doit nous réunir. Ça doit nous réunir pour qu'on mette fin, enfin, à ce système qui est complètement aberrant. On sait tous que c'est aberrant, mais on vit avec cette aberration. On a déplacé les normes. On a déplacé les normes de l'acceptable. Dans l'entreprise, on a déplacé les normes de l'acceptable, etc., etc. Voilà que comment on peut faire pour voilà un truc comme Yann Godin ou Tony Smith, c'est vraiment révélateur. Ils font leur boulot, mais ils n'ont pas le droit de faire leur boulot. Non. On déplace les normes. Il y a le texte, mais il y a la pratique. Il ne faut pas dans la pratique qu'on applique le texte. Ah non, 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 non. Il faut être, tu vois, enfin, c'est. Il faut montrer pas de blanche. On déplace les normes de l'acceptable continuellement. Et ça, il faut arrêter de l'accepter, justement. Il faut arrêter de l'accepter. Comme tu l'as dit, il faut revenir dans un monde qui est bien plus bienveillant envers nous, envers nous-mêmes. Bah, un monde moins violent, quoi. Un monde moins violent. C'est tout à fait possible, un monde moins violent. Un monde plus bienveillant. Et mais la violence, c'est pas chez les militants, contrairement à ce que les mainstream balancent toute la journée. La violence, elle est subie par beaucoup trop de monde aujourd'hui. Beaucoup, et tu l'as rappelé, beaucoup de femmes isolées, beaucoup de femmes avec des enfants, beaucoup d'hommes aujourd'hui, ça commande tous les niveaux. Il y a trop de violence, et quand les gens vont ne serait-ce que dans la rue avec un gilet jaune et rien d'autre, ça leur arrive de perdre un œil ou des mains. Alors c'est la violence, si on peut en parler. Hein, donc n'ayez pas peur de cette violence-là, et le nombre l'emportera, je pense. Je pense, en tout cas, voilà, j'avais envie que. Mettons un terme à cette violence. Oui, il faut que ça s'arrête. Une société bien plus bienveillante. C'est pas normal qu'on accepte. C'est pas normal qu'on accepte que les sociétés françaises exploitent l'Afrique jusqu'à mener des peuples entiers à la famine, etc. Et que nous on dise rien parce que c'est la raison d'État. Non. Tu sais ce que ça donne, la raison d'État? La raison d'État, c'est ce qui s'est passé plus ou moins à la SNCF dans les années 70. La SNCF a été chercher dans l'Atlas marocain des travailleurs d'origine étrangère pour qu'elle avait le droit de ne pas mettre au statut cheminot dans son entreprise nationale, la SNCF. Donc elle les a embauchés en tant que contractuels, c'est-à-dire de droit privé. Et tu le sais, ils ont gagné au tribunal, les indigènes de la SNCF. Donc ça veut dire que l'État a autorisé la SNCF pour des préoccupations de coûts à aller chercher des gens qui allaient être payés moins cher, qui allaient travailler dans les triages, hein, parce que c'est eux, ils travaillaient beaucoup dans les triages, donc les triages de marchandises de nuit, en plein air, donc sous la pluie, le vent, la neige, etc. Ouais, grand confort. Voilà. Donc les exploiter pour qu'ils travaillent jusqu'à 65, 70 ans, parce que c'est ce qui se passait, vu qu'ils sont pas arrivés forcément à 20 ans ou à 18 ans quand on a été les chercher, qu'on a été les faire miroiter, leur faire miroiter qu'ils allaient être à un bon emploi avec la SNCF, etc. Et qui se sont retrouvés finalement discriminés et à revenir au pays avec 400 euros de retraite ou rester en France. Mais rester en France, c'est pas possible avec 400 euros de retraite à l'époque. Enfin bref, voilà, moi j'ai participé à leur première grève. Ils ont fait grève je dirais que c'était en 2004 ou un truc comme ça. On avait été voir le siège de la SNCF avec tous ces travailleurs d'origine étrangère pour expliquer il fallait que la SNCF fasse un geste et négocie sur des conditions de départ à la retraite qui étaient plus favorables, etc. Il y en a certains qui ont saisi cette opportunité, d'autres n'étaient pas satisfaits de ce qu'avait offert la SNCF pour essayer de rattraper le coup, enfin sous la pression de la grève et des organisations syndicales. Hein. Voilà, moi je suis fier d'avoir participé à cette lutte aussi. Hein. Et donc après il y a eu ce procès et la SNCF a été condamnée. Donc ça veut dire que l'État pour des raisons financières, pour des raisons de coût de main-d'œuvre et pour son entreprise nationale publique, a accepté qu'on maltraite et qu'on discrimine des travailleurs d'origine étrangère. Et ça c'est pas acceptable. Enfin, ça l'est plus. En tout cas, ça l'est plus, quoi.
L'État doit ça peut montrer plus durer. l'exemple. L'État doit montrer l'exemple. Et après, on va s'étonner que le groupe Accor maltraite les salariés de la sous-traitance, donc les copines d'origine étrangère de l'hôtel Ibis de Batignolles. Voilà, c'est exactement le même principe. Après, si l'État fait ça, ben pourquoi le privé se gênerait? Je rappelle que les gares du métro, c'est passé avec Élise Lucet, je crois, sur France 2, hein, les gares du métro sont refaites par des sans-papiers. Bien sûr. La RATP utilise la main-d'œuvre sans papier pour faire des travaux. Alors oui, donc pareil, ils travaillent dans des conditions dégueulasses avec les vapeurs de bitume qui sont extrêmement toxiques, cancérigènes, etc. Chronopost avec la grève des sans-papiers de Chronopost. Voilà. Et donc ces sans-papiers, c'est pas un coût pour notre société, au contraire. Enfin, ils participent à la société, ils payent des impôts, ils participent, mais par contre, ils n'ont aucun droit. Et quand des entreprises publiques montrent cet exemple-là, comme on veut que le privé ne triche pas avec les lois, ne triche pas avec les règles du code du travail, ne triche pas avec avec les sans-papiers, ou ne triche pas sur les règles environnementales. Voilà, on est non, dans mais une société. pour être respecté, il faut être respectable. Là, le gouvernement n'est pas respectable, donc il n'est pas respecté, il ne faut pas qu'il s'étonne. Point. Enfin, c'est QFD. Là, tous les jours, il y a une casserole énorme. C'est même plus des scandales, c'est des faits divers parce qu'on s'habitue. Mais je veux dire, c'est même plus qu'ils sont pas exemplaires, c'est même qu'ils sont provocants. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, non, c'est normal que ça fasse émerger des militants, c'est normal que ça fasse émerger des syndicats, des médias indépendants, des gilets jaunes, des révoltes. C'est normal qu'on peut pas, quand on n'est pas respectable, on n'est pas respecté. C'est pas plus compliqué que ça, je pense vraiment. Et les gens attendent de l'État qu'il soit respectable, puisque c'est Il y a une vraie demande de médias indépendants, hein, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Hein. Les Gilets jaunes, à mon avis, ont vraiment fait évoluer la, 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 la population française vers une sensibilité politique plus exacerbée, une meilleure connaissance de la politique. Ils ont vraiment, en disant on ne fait pas de politique, ils ont en réalité amené une conscience politique très importante dans la population. Ils ont amené une conscience écologique très importante aussi aujourd'hui. C'est cette émergence de l'écologie dans la politique française et dans la société française. Elle est, à mon avis, beaucoup liée aux Gilets jaunes qui ont amené ça sur le devant de la scène. Donc on leur doit beaucoup. C'est un mouvement progressiste énorme. Moi, je pense vraiment, enfin, moi, je suis fier d'être Gilet jaune parce qu'on leur doit beaucoup, quoi. Et il n'y a pas énormément de gens qui sont fiers d'être Gilets jaunes à part. Mais moi, non, si, moi, je suis Gilet jaune. Je suis vraiment fier d'être Gilet jaune. Je suis une bonne réfléchissante. Et la troisième partie, enfin, il y a d'autres parties, mais une troisième partie, c'est aussi les revendications qui sont transverses, qui transcendent les syndicats. Ils sont restés dans leurs revendications professionnelles, catégorielles, corporatistes, etc. Les Gilets jaunes, ils sont arrivés et ils ont défoncé tout ça en disant, nous, on veut le tout pour tout le monde, quoi. Et on veut, on veut du mieux pour tout le monde. Plus de banquiers, moins de banquiers, fin du monde, fin du mois, même combat, terminé. Voilà. Tac, 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 tac. Ils ont remis les compteurs à zéro. Et alors, on peut leur faire des reproches, il y a plein de reproches à leur faire. Mais bien sûr. Mais il y a aussi, je pense qu'on leur doit beaucoup, quoi. Enfin, qu'on doit beaucoup aux Gilets jaunes, quoi. On doit beaucoup à ce moment, ouais. Et le dernier point qu'ils ont amené, à mon avis, pour finir, c'est le côté on regarde pas l'étiquette. Voilà, on regarde pas. On peut être tous ensemble, c'est pas grave. Ouais. Du retraité en passant par le chômeur, le smicard, jusqu'au petit bourgeois, on peut tous être ensemble gilets jaunes et demander un mieux pour tout le monde et quelle que soit notre appartenance politique, quelle que soit notre appartenance syndicale, quel que soit notre métier, quelle que soit notre classe sociale quasiment, notre âge, notre sexe, notre genre. C'est jamais gilet jaune, mais sinon voilà. Il y en a un à Rungis qui était venu avec sa Ferrari à Noël. Quand on avait bloqué à Rungis, les militants avaient bloqué à Rungis, il était arrivé avec sa Ferrari, il avait fait des tours à tout le monde, il avait fait péter le champagne, il était heureux d'être gilet jaune, lui. Oh, il est incroyable. Si, il y en a. Ils doivent pas le dire. En fait. Oui. Il y a eu de tout temps même des nobles, là, tu sais, qui ont abandonné leur propriété, leur titre pour. Non, mais il y a eu des fractures familiales très fortes au sein de justement. Non, mais si, ça, c'est bien, ça a fait bouger les lignes. Donc rendez-vous le 12 sur le terrain. Voilà, pour ceux qui veulent se retrouver, c'est important de se retrouver. Et effectivement, que la cause prime sur l'appartenance et le genre.
Et le Rendez-vous 13? Le 16 Le à la Bourse du 16 Travail à République, ou alors sur à Internet, 19h30. ce sera retransmis certainement, ou sur Facebook ou sur YouTube, je sais pas exactement. Mais voilà, On ce vous a sera mis le lien de l'événement. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer à participer et vous serez informé en temps réel. Et rendez-vous le 17 dans la rue, et ensuite rendez-vous un Ouais. peu plus tard pour construire une société nouvelle, meilleure, et qui nous protège un peu mieux et qui nous permette d'être heureux, parce que le capitalisme ne permet pas d'être heureux. Parce que le capitalisme, il nous propose d'être heureux seul. Et en fait, l'homme, c'est un animal social, il peut pas être heureux seul. Il peut être heureux que quand la société est heureuse, il peut être heureux que quand son entourage est heureux, il peut être heureux que quand ses semblables sont heureux. Donc il nous faut, Nous, il faut on préfère jouer à 2 aux échecs que seul à la réussite. voilà. On peut le dire comme ça aussi. Et on peut pas nous proposer d'avoir une réussite individuelle et dire voilà, toi tu vas réussir et tu vas écraser tous les autres pour être heureux parce que tu auras du pognon et tu seras heureux. Non, Non. le bonheur, il peut pas être individuel. Le bonheur, il est forcément collectif parce qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin que nos semblables soient aussi heureux. Et que nous sommes des animaux politiques, qu'on le veuille ou non. L'homme est Aussi, un animal politique. N'oubliez pas ça. aussi. Et ben merci beaucoup Eric de nous avoir donné tes nouvelles, d'avoir partagé ce temps avec nous. On avait dit 1 heure, ça fait 1h30. J'espère que vous avez eu des infos, que vous avez passé un bon moment et que vous serez au rendez-vous tous. Et puis à très bientôt avec ta bestiole. Oh. Ah, il a une tête comme ça. Il est hyper beau. Hein. À bientôt Eric, merci pour tout. On se tient au courant, moi on reste en contact. On reste en contact avec plaisir. Merci beaucoup. Et de rien. Et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage De et rien. voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. Ciao. Je vais laisser Eric partir. Salut à tous. C'était un peu plus long que prévu. Mais Eric, c'est un militant que les GJ, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui a souvent beaucoup de choses à dire et pas des moindres. Et donc, ça a nécessité ce temps. J'espère que vous avez passé un bon moment et partagé massivement le sort de la SNCF, du train, de la désertification des petites villes, des cheminots, c'est très important. Très vite sur Éthique, demain, il y a un live, dimanche. Suivez-nous parce qu'il y a des surprises qui arrivent. Voilà, dont un documentaire, Gilets jaunes. Voilà, suivez-nous surtout. Je vous embrasse tous, toute la clique vous embrasse. À bientôt pour la petite minute de l'actu et les lives à venir. Ciao.